Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de James Bond, parce que c'est quand même l'une des franchises, les plus célèbres du cinéma. Enfin, je veux dire, on a un espion britannique, des gadgets, des voitures, des costumes, des méchants mégalomanes, des missions internationales, des génériques cultes, de jolies filles, et un héros censé incarner à la fois l'élégance, la violence, le sang-froid et le fantasme masculin ultime. Enfin voilà. Mais le problème, c'est que Bond, c'est aussi une franchise coincée entre deux époques, pour ne pas dire entre 5 époques. Parce que quand elle reste trop classique, c'est ringard. Quand elle veut trop moderne, ça perd ce qui faisait son identité. Et quand ça devient trop sérieux, ça oublie un peu son côté kitsch. Mais quand ça assume trop son absurdité, ça se transforme en parodie. Ce qui fait que dans tous les cas, on est baisé. Je veux dire, entre les pires films de James Bond, les tentatives de modernisation de James Bond, les crises d'identité, les changements d'acteurs intempestifs, et voilà, les tentatives vidéoludiques avec First Light, qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin écoutez, James Bond, c'est vraiment un cas fascinant. C'est une saga immortelle, certes, mais bon... la saga ne sait absolument pas quoi faire de son propre héritage, et justement, dans cette très très longue vidéo, on va revenir sur les ratés de la franchise de James Bond, sur ses contradictions, sur sa chute, puisqu'après tout, on est quand même sur ma chaîne, celle de Yaginalisé. On parlera également du jeu, pour expliquer pourquoi First Light est en réalité extrêmement surcoté et n'est pas un jeu très intéressant, pour être tout à fait franc, voilà. C'est Uncharted version Temu. Et en fait, on parlera de tous les James Bond jamais sortis, afin de montrer à quel point James Bond est un personnage qui est, dans le meilleur des cas, un sociopathe. Et là, je parle du meilleur des cas, donc imaginez le pire des cas. Bref, on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de James Bond à insulter. Mais avant de commencer, les gars, si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager, surtout que je poste tous les jours comme vous le savez, abonnez-vous, mettez la cloche, likez la vidéo, objectif 100K avant la fin de l'année, parce qu'on y est presque, je compte sur vous, il faut mettre la fameuse Daronne à l'abri, et le fameux Yaji Baby à l'abri. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà à la base, James Bond, c'est 1953. Un bébé littéraire pondu par Ian Fleming dans une Angleterre post-Deuxième Guerre mondiale. Il fallait un héros classe, patriote, tueur et surtout homme à femme, un peu comme un cigare dans un bar à whisky. Et 9 ans après la sortie du premier livre, Sean Connery, l'écossais le plus stylé depuis William Wallace, lui donne chair en 1962 avec le film Dr No, qui sera effectivement le début d'une franchise cinématographique qui colonisera l'imaginaire collectif à partir de là. Et donc, vous l'aurez compris, il y aura 3 films fondateurs, c'est-à-dire Dr No, je viens d'en parler, Bon baiser de Russie et Goldfinger, sorti en 3 ans seulement, c'est-à-dire 62, 63 et 64, et il pose déjà la barre. C'est du banger sur banger, comme disent les jeunes, c'était nouveau, c'était stylé, et surtout c'était efficace. Le monde n'avait jamais vu un héros aussi froid, aussi classe, et aussi régulièrement en train de faire exploser des trucs. Et depuis, c'est un peu le yo-yo du style et du navet, en fait. Parfois les films sont sympas, parfois ils le sont beaucoup moins. Il faut dire que, rien qu'en 2023, on était à 25 films officiels, 27 si on compte les apocryphes. Et 7 acteurs ont tenté de faire survivre l'aura du personnage, avec Connery évidemment, Lazenby, Moore, Timothy Dalton, Brosnan, Daniel Craig, bref. Voilà. Et maintenant, ce grand vide intersidéral où la prod cherche le prochain pigeon à cravate. Mais très vite, un truc se met à clocher. Dès qu'on gratte un peu sous la couche de vernis des films James Bond, on réalise qu'après les 3 premiers films, on n'a plus jamais eu de trilogie James Bond d'affilée qui sort et tous les films sont bons, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait quand même 60 ans que ça dure. 60 ans à osciller entre très bons films et téléfilms de luxe. En général, les James Bond, il y a un film qui est bon, l'autre est pas très bon, l'autre encore est éclaté au sol, et bon, éventuellement, si on a de la chance, le 4e sera pas mal. Bon, à ce niveau-là, c'est plus une saga, c'est une entreprise de loterie. En fait, il faut vraiment comprendre que, si on prend juste les 28 dernières années, et c'est pas rien, c'est quand même quasiment 3 décennies, c'est un peu la logique du un bon film sur 3. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va retenir, là, de ces 28 dernières années? On va retenir, allez, GoldenEye, avec le torse poilu de Pierce Brosnan, Casino Royale, Skyfall, et voilà, c'est tout. Bon, en ce qui me concerne, pour moi, voilà... c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc le dernier bon film de James Bond, c'est 2012. Ça commence à faire loin, on va pas se mentir. Donc 3 films en 28 ans, 3 réussites, et c'est tout. Le reste, c'est vraiment une compilation de films, bof, dans le meilleur des cas. Quantum of Solace, c'est vraiment un film monté à la tronçonneuse. Spectre, bon voilà, c'est un film éclaté où on découvre que tous les méchants depuis 10 ans sont cousins, ou un truc du genre, bref. Je crois que j'ai dormi à la moitié du film. Demain ne meurt jamais, avec encore une fois ce brave Pierce Brosnan. On voit un méchant faire la guerre pour vendre des journaux. Et Mourir peut attendre, ou Comment tuer James Bond pour créer du buzz, mais sans oser en assumer les conséquences. Bref, la plupart des opus récents de James Bond sont aussi mémorables qu'un vol Ryanair. Éventuellement, tu te rappelleras des turbulences, mais tu n'y repenseras jamais avec nostalgie.
Et justement, si on parle de ces 28 dernières années, bon, s'il y a bien deux James Bond à retenir, bon bah c'est Brosnan et Craig, évidemment. Puisque si James Bond était un chanteur, la période de Brosnan-Craig, c'était un peu sa phase album de la maturité. Il y a moins de gadgets rigolos, il y a plus de regards profonds, mais le problème c'est qu'on voulait encore danser en fait. Pas écouter du piano triste en noir et blanc. Bon déjà, parlons encore un peu de Pierce Brosnan, le velu. Bon, le casting était parfait à la base. Le mec était classe, mâchoire ciselée, accent impeccable, l'élégance incarnée, on va pas se mentir. Le problème, c'est que ces films ressemblent davantage à des pubs L'Oréal avec des explosions que toute autre chose, en fait. Tout est trop propre, tout est trop lisse, tout est trop 90s. C'est vraiment les années 90, donc tout ce qu'ils avaient d'éclaté. Bon, évidemment, je parle d'éclaté, mais GoldenEye en 95, c'était quand même un bon film. Hein. C'était un retour en grâce, un vrai bon film d'action, nerveux, stylé, avec un méchant charismatique, des scènes cultes, enfin, rien à dire. C'est du Bond à l'ancienne, ni plus ni moins, voilà. Sauf que après, c'est un peu le toboggan de la fadeur. Bon, déjà, évidemment, j'en ai déjà parlé. Demain ne meurt jamais, en 97, on a un Rupert Murdoch de pacotille qui fait la guerre pour booster ses audiences. Voilà, même TF1 n'aurait pas osé. Le monde ne suffit pas, sorti en 99. Bon, Sophie Marceau a beau être jolie, l'intrigue, bon, elle est pas très jolie dans ce film. Et Dennis Richard en scientifique nucléaire, voilà, c'est pas un truc de fou. Et Meurt un autre jour, sorti en 2002, bah c'est un véritable cauchemar. La voiture est invisible, le méchant est coréen, d'ailleurs il est devenu britannique par chirurgie, c'est assez fou. Madonna est en caméo, et il y a une scène de surf en tsunami, en image de synthèse. Là c'est plus un film, c'est une hallucination collective. Comme dirait un certain Sylvain. Bref, à ce stade, la franchise est en pilotage automatique, le glamour tourne à vide, les scénarios sont des générateurs automatiques de scénarios James Bond et Pierce Brosnan lui-même semble être plus préoccupé par son brushing que par son jeu d'acteur. Bon, après ça, il y a quand même un reboot total, faut pas l'oublier, puisqu'en 2006, il y a Daniel Craig qui arrive. Le premier James Bond blond, il est froid, il est brutal, il est aussi expressif qu'un frigo, mais il a du trauma à revendre. Fini les gadgets, fini les vannes, place à la baston, au regard douloureux et à l'esthétique un peu post-Bourne. On a Casino Royale qui est donc une claque, hein, le meilleur Bond pour beaucoup, et a raison, puisque c'est une réinvention totale, il y a Bond qui saigne, qui doute, qui tombe amoureux, enfin je veux dire, il est humain, pourquoi pas. Bon allez, après ça, il y a Quantum of Solace, sorti en 2008. Bon, l'ascenseur émotionnel s'effondre, hein. 1h45 de montage épileptique, une intrigue absolument illisible, et une baston dans une station balnéaire sponsorisée par un méchant écolo. On sent que tout le monde a oublié d'écrire un scénario, là, clairement. Skyfall en 2012, retour au sommet, avec Sam Mendes qui sublime l'univers, Javier Bardem en Joker de Casino, et Bond qui devient enfin un homme face à sa propre obsolescence. C'est assez beau, c'est assez classe. C'est un bon film et qui aurait dû d'ailleurs conclure la saga, sauf qu'après il y a Spectre sorti en 2015 et qui a gâché tout ce que Skyfall avait construit. L'intrigue devient une parodie de soap opéra en mode oui, c'est moi le frère maléfique depuis tout le début. Ah, voilà, c'est ridicule, le rythme est mou et même Christophe Waltz semble s'ennuyer. Et pourtant, c'est un véritable daron. Et pour finir, on a No Time to Die, hélas, sorti en 2021. C'est-à-dire mourir peut attendre, donc une tentative désespérée de conclure sur une note forte. On tue Bond, hein, oui, littéralement, mais au lieu de faire vibrer, bah ça tombe comme un pétard mouillé. L'émotion est là, mais ça sonne faux, parce qu'après 5 films de montagne russe émotionnelle, bah y a plus personne qui y croit vraiment. Bref, le vrai problème de tout ça, c'est que Bond ne sait plus ce qu'il est censé incarner. Est-ce que c'est un fantasme viril d'un autre temps? Est-ce que c'est un héros moderne déconstruit? Est-ce que c'est un tueur dépressif? Est-ce que c'est un pion dans une conspiration globale? Je veux dire, à force de vouloir cocher toutes les cases en même temps, bah le film, et surtout James Bond, n'en coche plus vraiment aucune. En tout cas, il le fait pas bien. Et c'est ça le cœur du naufrage du personnage. Bond veut être sérieux, sans avoir les tripes pour l'être vraiment. Il veut être fun, mais à honte de son passé kitsch. Il veut moderniser, mais toujours avec un flingue et une montre connectée. C'est un homme coincé dans un costume trop petit pour le monde d'aujourd'hui. Et au final, le monde avance, mais Bond, lui, bah il refait ses lacets. Si j'ose m'exprimer ainsi, parce que à une époque pas si lointaine, James Bond c'était un peu le standard absolu du film d'espionnage, l'élite du glamour et du meurtre discret, un homme qui te tuait dans un smoking avant d'aller commander un martini comme si de rien n'était. Mais aujourd'hui, bah Bond il est toujours là, sauf que personne ne l'attend vraiment, il est comme ce tonton qui arrive en retard à Noël, avec des blagues gênantes sur je sais pas quoi. Le mec, il aurait pu ne pas venir, ça aurait été tout aussi bien. Et à chaque nouvel opus, bah Bond est présenté comme une renaissance, à chaque fois c'est ce sera plus sombre, ce sera plus personnel, ce sera plus humain, ce sera plus intense. Et à chaque fois on recommence les mêmes schémas, les mêmes poncifs, les mêmes lieux communs, avec une menace mondiale floue, une conspiration qui remonte à bien plus haut que ce que vous pensez, un flirt sans aucune tension, un gadget planqué
dans une montre, un décor de luxe et une explosion à la fin. On a l'impression de voir un reboot qui ne se reboot jamais vraiment. Un remake mental du même film, emballé différemment, sauf qu'entre-temps, le public a changé. Aujourd'hui, le spectateur veut plus que des pauses et des cascades, il veut de l'inédit, il veut du rythme, il veut de l'intensité viscérale, et s'il y a bien une franchise qui a compris tout ça, et pourtant, c'est pas forcément une franchise que j'ai à cœur, mais on va quand même la nommer, évidemment que là, je fais référence à John Wick. Parce que John Wick, c'est un peu le remplaçant de James Bond qu'on n'a peut-être pas vu venir. Parce que pendant que James Bond se prenait la tête sur son enfance, ses traumas, ses amours perdus et ses doutes existentiels dans des salles de bain en marbre, John Wick a débarqué avec des scènes d'action qui réinventent la grammaire du corps à corps, une mythologie neuve, codée, mystérieuse, sans vraiment d'explication lourdingue. D'ailleurs, ça manque un peu d'explication. Vous l'aurez compris, je suis pas un fan de John Wick, mais je respecte en tout cas la démarche de la saga John Wick, qui ne demande pas à son spectateur de croire à une géopolitique mondiale bancale. Je veux dire, Wick, c'est juste du cinéma d'action pure, limpide, brutale, voilà. Ça se casse pas trop la tête, on va dire. Et là où Bond veut être sérieux, John Wick est stylé. Là où Bond veut expliquer, John Wick te montre. Et là où Bond te dit que c'est important, eh bien Wick essaie de te le faire ressentir. Avec plus ou moins de succès. Voilà. Bref, en tout cas, tu sens que ça va mal quand même les films de Mission Impossible, sauf le dernier qui éclate au sol, font plus James Bond que James Bond. Ethan Hunt a piqué le flambeau de l'espion globetrotter et Jason Bourne a apporté le traumatisme. John Wick a apporté quant à lui l'esthétique et Kingsman a apporté le fun. Sauf que James Bond, c'est devenu un peu un cliché ambulant, une archive qu'on dépoussière pour cocher une case en mode film de prestige british de l'année. Il ne provoque plus de frissons, il fait plus rêver, il fait du bruit de plus en plus fort mais de moins en moins clair. Et le pire c'est que même les bons films James Bond récents comme Skyfall ou Casino Royale, et encore récents, là ça date de quasiment 20 ans, ils n'ont même pas eu d'impact durable sur la culture pop. Pas de répliques cultes, pas de scènes devenues mèmes, pas d'éléments repris, digérés ni même réutilisés. Y a rien qui s'imprime, y a rien qui imprime, y a pas de mèmes, Internet s'en bat les steaks. Ce sont des monuments qu'on admire de loin, mais pas des films qu'on revisite avec passion. Et pour les autres, qui se souvient de Quantum of Solace, de Spectre, même de n'importe quel autre film en fait. Tout ça a disparu de la mémoire collective plus vite qu'un espion sous couverture. Et donc on nous a raconté l'histoire à dormir debout, que Bond avait changé, en mode c'est plus le même, il doute maintenant, il peut souffrir, il peut aimer. Ouais ok, mais franchement, à part froncer les sourcils un peu plus fort qu'avant et porter des chemises peut-être un peu plus ajustées, James Bond n'a pas vraiment évolué depuis 40 ans. C'est là où on touche en plein cœur de la mécanique. James Bond, c'est un Gary Stu. C'est un Marisu au masculin, pur sucre, pur style, pur fantasme, et surtout il est intouchable moralement. Parce que ok, on a vu son cœur brisé, oui, il s'est mis à pleurer dans des villas italiennes face à des femmes qui survivent jamais plus de 2 films, alors oui, il a même eu une fille, tu te rends compte, une fille incroyable, mais à la fin de la journée, Bond ne change jamais vraiment, c'est un reboot permanent de la même équation. Le mec commence froid, il rencontre une femme, il se prend un coup de trahison, ou la meuf meurt, les deux parfois, il redevient froid et générique. C'est une boucle, une simulation d'arc narratif, pas une réelle transformation, il subit mais il ne se transforme pas. Il encaisse mais ne doute jamais vraiment de sa mission, de son rôle, de ses méthodes, il est là juste pour être cool, pas pour être remis en question, d'ailleurs le statu quo n'est jamais remis en question. Et vraiment pour moi James Bond est typique, même archétypique du personnage que je trouve personnellement absolument insupportable. Parce qu'il n'est jamais bousculé moralement. Il peut tuer, manipuler, mentir, séduire, trahir, abandonner, on ne le jugera jamais. En tout cas, le film ne le jugera jamais. Il nous pousse à l'admirer, il est toujours dans son bon droit, le James Bond, parce qu'il a une mission. C'est l'archétype du héros invincible sur le plan éthique. Même Batman, dans sa cape de chauve-souris, il a plus de dilemmes moraux que lui. Même Ethan Hunt a plus de conséquences à ses choix. Bond, lui, il tue un mec dans un escalier et va prendre un petit déj comme si de rien n'était. Et c'est censé pourtant être la version sensible de James Bond. Franchement, les mecs. Au final, Bond, c'est même plus un personnage. C'est du self-insert. C'est du power fantasy. Pour moi, la vérité, quand je vois un James Bond ou quand je vois un isekai d'anime japonais, c'est techniquement la même chose. Mais en ce qui me concerne, pour moi, le miroir est fêlé. Il reflète un monde qui n'existe plus, où le bien et le mal étaient rangés dans 2 tiroirs, où les méchants étaient très méchants et les héros étaient très très gentils, sauf que aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, et je pense ce qui intéresse beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand le monde est gris, c'est quand les frontières entre le bien et le mal sont floues, et Bond n'a rien à dire là-dessus. Il n'est pas dépassé parce qu'il est vieux, il est dépassé parce qu'il refuse de devenir mature et adulte. Alors oui, James Bond a marqué l'histoire du cinéma, oui, on lui doit pas mal de classiques, et oui, son empreinte est immense, mais aujourd'hui, l'empreinte est vide, il n'y a plus rien. Vide d'idées, vide d'émotions, vide de sincérité, vide de sens, et le plus ironique, c'est que dans le dernier film James Bond, ils ont enfin osé le tuer, mais même ça, on n'y croit pas, parce qu'on sait qu'il reviendra, toujours le même, toujours statique, toujours Gary Stu, c'est toujours lui qui est gentil, c'est toujours les autres qui sont méchants. Je pense qu'il est temps peut-être de le laisser partir, d'arrêter d'essayer de le ressusciter, et surtout de ressusciter un mythe qui ne veut pas changer.
Le monde n'a plus besoin de James Bond et si lui ne veut pas évoluer, bah tant pis pour lui, on passera à autre chose. Bon, on va cesser de parler des films pour un petit moment, pour parler du jeu qui vient de sortir il y a quelques semaines. Et je vais être honnête, First Light est probablement l'un des jeux les plus survendus de ces dernières années. Parce que pendant des mois, on nous a vraiment, vendu le retour triomphal de James Bond dans le jeu vidéo, en mode, ouais, attention, le meilleur Bond depuis GoldenEye. C'est un projet développé par les créateurs de Hitman, et sur le papier, c'était difficile de pas être hypé. Sauf que dans la réalité, une fois que t'as la manette en main, t'as surtout l'impression de jouer à un jeu qui passe 15 heures à essayer d'être plusieurs choses à la fois, sans jamais devenir excellent dans quoi que ce soit. On va commencer, avec l'élément qui, en général, est ma spécialité, c'est-à-dire l'histoire. Et franchement, je l'ai trouvé incroyablement oubliable. Le jeu essaie de raconter les débuts de Bond, de montrer comment il est devenu, l'espion que l'on connaît, mais tout ça ressemble surtout à une checklist de références plutôt qu'à une vraie construction de personnage. Je veux dire, le premier kill, le martini, les petits clins d'œil iconiques. Je veux dire, en jouant, j'avais parfois l'impression de regarder un stagiaire cocher des cases sur un tableau blanc, en criant « Mais regardez, c'est James Bond, c'est James Bond !» En fait, j'ai eu la même impression en regardant le film Solo. Voilà, c'est le même délire. En gros, ça justifie a posteriori tous les éléments de la mythologie de James Bond. Et le pire, c'est que l'intrigue en elle-même n'a quasiment aucun impact sur rien du tout. C'est-à-dire que la narration avance, l'intrigue tourne, elle agite quelques mystères, puis voilà. Ça abandonne certains fils narratifs au bord de la route. En mode je m'en bats les couilles, il y a des persos qui disparaissent, des événements qui semblent importants au début, sauf qu'ils sont jamais mentionnés après. Et quand le générique de fin tombe, je me suis surtout demandé pourquoi certaines idées étaient là, si c'était pour ne rien en faire. Parce que si moi je devais vous donner ce que j'ai vraiment retenu de ce jeu-là, c'est que James Bond se fait insulter par tout le monde pendant à peu près 10 heures. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai retenu. Voilà, c'est-à-dire que dans la majorité des dialogues, James Bond se fait littéralement pourrir par tous ses interlocuteurs. Après, je comprends, c'est censé être les débuts de James Bond, c'est un bleu, voilà. Il n'est pas encore la figure légendaire que l'on connaît, y a pas de souci. Et à la limite, moi, les Gary Stew, je les apprécie pas forcément plus que ça. Donc le fait que James Bond ne soit pas le centre de l'admiration d'absolument tous les personnages du jeu, moi ça me va. Le problème c'est que bon, il y a quand même un juste milieu. Parce que si c'est juste pour le voir se faire insulter de tous les noms du début jusqu'à la fin, sans que rien ne le justifie, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais le vrai problème, on va pas se mentir, c'est le gameplay, après tout, c'est un jeu. Parce que quand j'entends IO interactive, moi je pense immédiatement à Hitman. Je pense à la liberté, à l'improvisation, aux situations absurdes où t'élimines une cible avec un plan digne d'un cerveau sous caféine depuis 48 heures. Je veux dire, tuer quelqu'un à coups de siège éjectable dans Hitman, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs même préférable. Sauf que ici, dans First Light, tout est simplifié à l'extrême. L'infiltration est basico-basique, l'IA se comporte parfois comme si elle avait obtenu son diplôme de sécurité dans un paquet de céréales, et les possibilités sont ultra limitées, enfin ça n'a rien à voir avec Hitman, on va pas se mentir. Et à côté, autant les combats sont loin d'être catastrophiques, mais autant ils sont tellement maladroits qu'ils nous donnent souvent l'impression de manipuler Bond avec des gants de boxe remplis de béton. Je veux dire, le jeu veut être un Hitman accessible, un Uncharted d'espionnage et un blockbuster narratif tout en même temps, sauf que ça finit troisième dans toutes les catégories. Et plus l'aventure avance, et plus les coutures commencent à craquer. Je veux dire, il y a des murs invisibles partout, le début est interminable avec ses tutoriels déguisés, les gadgets mènent une éternité à arriver alors qu'on joue quand même à James Bond tout de même. Et la dernière partie recycle tellement ses idées qu'on dirait mes vidéos. Enfin je veux dire, moi j'avais l'impression de revoir les mêmes mécaniques tourner en boucle et en boucle et en boucle, comme une machine à laver coincée sur le programme essorage. À plusieurs moments vraiment, le jeu donne même l'illusion de te laisser agir alors qu'il t'emmène exactement là où il avait prévu que tu devais aller depuis le départ. C'est du libre arbitre version administration. Tu peux choisir la couleur du formulaire, mais tu rempliras le même papier comme tout le monde, et de la même manière que tout le monde. Et ajouter à ça, voilà, les bugs, l'IA lunaire, mais j'en ai déjà parlé, les problèmes techniques qui cassent l'immersion, et en vrai, t'obtiens un jeu qui est pas vraiment mauvais, mais qui est pas vraiment à la hauteur de tes ambitions. C'est ce qu'on appelle un baby game. Voilà, c'est un film interactif, on va pas se mentir. Moi j'ai rien contre les films interactifs, mais il faut que ce soit bien écrit. Comme Wolf Among Us, ou les 2 premières saisons de The Walking Dead tel. Mais là, bon, c'est un jeu dans lequel tu joues pas tant que ça, pour ne pas dire pas vraiment, et le scénario est vraiment, enfin je veux dire, bon, cousu de fil blanc dans le meilleur des cas. Et à la limite, si c'était un studio lambda qui avait sorti First Light, je vous aurais probablement dit que vas-y, pourquoi pas, vas-y, ça passe, on oublie, on passe à autre chose. Mais là, ça vient d'IO Interactive, je veux dire, un studio qui a quand même créé l'une des meilleures licences d'infiltration du marché, Hitman, pour ne pas le nommer. Et donc du coup, au lieu de voir un futur classique instantané, tu vois un Uncharted de Temu. Bon, écoute, c'est un peu con. Donc oui, je préfère GoldenEye. Et attention, je parle pas du remake de GoldenEye, je parle du GoldenEye de N64. Je préfère encore jouer à ce jeu-là en partant même du principe que j'aime pas les FPS plutôt que ce First Light qui en réalité, voilà, est un jeu mais vraiment correct, c'est même trop dire, qui porte un costume de chef-d'œuvre beaucoup trop grand pour lui. Voilà, c'est vraiment inintéressant. Et sur ces mots, maintenant on va repasser à ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire, James Bond, et surtout le classement des pires James Bond de l'histoire des James Bond. Voilà. On va parler donc de tous les films du premier jusqu'au dernier, et essayer d'expliquer la psychopathie rampante de James Bond. Voilà, si vous me le permettez.
Bon, alors, comme je viens de le dire, on va commencer avec le premier, donc avec Dr. No. Donc voilà, les hostilités vont être ouvertes avec le tout premier James Bond, celui incarné par Sean Connery, dans Dr. No, encore une fois, en 1962. Donc Connery, je veux dire, bon, l'original, le matriciel, le Bond alpha, celui que tous les papa boomers appellent le seul vrai Bond, et effectivement, voilà, niveau attitude de mâle dominant des années 60, le mec coche toutes les cases, il est impassible, charmeur, désinvolte, et on va le dire également fondamentalement amoral. Et franchement, il y a largement de quoi boire et manger avec cette histoire. Je veux dire, rien qu'avec la scène culte du meurtre du professeur Dent, le pauvre gars débarque chez Bond, pensant encore avoir une chance de le descendre, et pas de bol, Bond l'attendait au tournant, assis tout tranquillement derrière lui sur un petit fauteuil, et au lieu de simplement l'arrêter ou le désarmer comme un être humain normal, Bond l'exécute à bout portant, dans le dos tranquille de balle, l'équivalent cinématographique d'un petit héros satisfait après un bon whisky. Après évidemment, on me dirait que c'est de la légitime défense, sauf que non, le mec n'avait plus de balles, c'est comme écraser un adversaire à Mario Kart alors qu'il a déjà explosé sur une carapace bleue. C'est pas de la défense, c'est de la pure démonstration de force. Bond n'élimine pas une menace, il envoie un message. À qui ? Bah à tout le monde, en mode regardez comme je suis cool et impitoyable. Et à la limite, pourquoi pas ? Bon, c'est loin d'être la pire chose qu'il ait jamais faite évidemment, mais le truc c'est que ce n'est que le début, parce que sur l'échelle de la compassion, ce Bond là est vraiment au niveau d'un rocher quoi. D'ailleurs son acolyte Quarel, un gentil local qui l'aide à survivre sur une île remplie de pièges mortels, finit cramé vif par une voiture déguisée en dragon. Non, c'est vrai. Je vous le dis, je dis pas de conneries. Et Bond, bah il a un peu l'air gêné, en mode ah, c'est ballot ça, bon, où sont mes chaussures ? Ah, littéralement, le mec est plus dégoûté par l'idée de marcher pieds nus que par la perte d'un être humain. Et c'est là qu'on comprend que ce Bond, ce tout premier Bond, c'est un pur anti-héros. Il est là pour la mission, pas pour les gens. Il sauve le monde, mais sans jamais vraiment sauver les gens qui habitent dans le monde. En fait, pas un regard, pas une larme, pas même un petit frisson quand il regarde le chaos autour de lui. Il accomplit sa tâche avec la froideur d'un logiciel comptable. Il fait ça pour la reine et le pays. Évidemment, comme le bon British qu'il est, même si bon, Sean Connery, comme vous le savez, est écossais, mais en vrai, il fait ça surtout pour la boisson gratuite, pour les filles qui tombent toutes seules dans son lit, et le plaisir de tuer avec panache. Je veux dire, la scène de l'hôtel, encore une fois, le mec fume, boit, joue aux cartes, et couche avec tout ce qui bouge, et flingue les gêneurs. Si James Bond était un Pokémon, sa première attaque serait sarcasme glacial, et sa deuxième serait exécution sommaire. Après, voilà, donc Dr. No, c'est loin d'être le pire James Bond, vous l'aurez compris, là on commence tout tranquillement, il est pas encore raffiné, et pas encore torturé, c'est un tueur élégant, égoïste, sûr de lui, absolument inébranlable dans son mépris du monde, il est classe certes, mais il est aussi flippant. Voilà, on va classer ce Bond dans la case anti-héros. Bon, il mérite pas la prison, mais il mérite pas le prix Nobel de la paix non plus. C'est tranquille, voilà, c'est un Bond, on va dire, relativement standard. Et on va directement enchaîner avec la suite, donc Bon baiser de Russie from Russia with Love, toujours avec Sean Connery. Voilà, dans le rôle du tueur en cravate qui distribue des uppercuts et des sarcasmes comme des bonbons. Donc deuxième mission, mais même psychopathe. Sean Connery encore une fois reprend son rôle, et autant dire qu'il s'est pas vraiment mis à la méditation entre temps. Le mec est toujours aussi froid, toujours aussi méprisant, toujours aussi prêt à flinguer pour un oui ou pour un non, mais avec un peu plus de décorum cette fois. Bon, évidemment vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce film ? Bah en fait il est censé récupérer une machine de décryptage, il se tape une espionne russe et sème la mort avec la nonchalance d'un mec qui choisit ses céréales. Et pourtant, il est un peu plus propre que dans Dr. No. À peu près tous les gens qu'il tue ici le méritent. Enfin, du moins sur le papier. Il va pas jusqu'à shooter un mec désarmé dans le dos juste pour le style. Je veux dire, ça mérite peut-être une étoile sur le tableau des bonnes actions. Bon, une petite étoile, mais une étoile quand même. Après, ça veut pas dire que ce Bond est un mec bien non plus. Non, il est toujours aussi arrogant, toujours aussi convaincu que ses couilles sont l'alpha et l'oméga de la géopolitique. Il traverse le film comme une tornade d'ego, dégommant ses ennemis sans jamais s'arrêter pour réfléchir au pourquoi du comment. Il obéit, il frappe, il ken et il repart. C'est un peu le cycle bondien qui se met en marche. Et niveau moralité, c'est du service minimum. Il n'y a pas vraiment un geste gratuit de gentillesse, pas une once d'humanité dans ses interactions. Quand il tue, c'est jamais vraiment dans un élan de justice. C'est juste parce que c'est son job. Et même quand il est face à Tatiana, la jeune espionne qu'il manipule émotionnellement du début à la fin, il ne lui montre jamais un vrai intérêt. Il la trimballe comme un sac à dos, utile jusqu'à preuve du contraire. Et quand elle se met en danger pour lui, Bond, lui, il pense surtout à comment la remettre dans son lit sans que ça nuise à sa mission. Le mec est romantique ou peut-être pas tant que ça. Et puis il y a cette scène dans le train avec Red Grant, l'un des rares vrais moments de tension dans les vieux Bond, puisque là, au lieu de lui tirer dans le dos comme dans Dr. No, il le bat à la loyale, et il gagne. Presque trop propre, trop scripté. Le Bond version Connery a une idée très personnelle de l'honneur. Il tue pas lâchement quand il peut prouver qu'il est supérieur en force brute, et c'est pas une question de morale, c'est juste qu'il aime gagner avec panache. Donc voilà, c'est toujours du Bond anti-héros dans Bon baiser de Russie, mais légèrement contrôlé. Il tue mais avec ses raisons.
Il séduit, mais peut-être avec un peu plus de subtilité, genre 2% de plus, hein, pas beaucoup plus. Il change pas vraiment, mais il fait semblant d'avoir un peu plus de cœur. En surface seulement, donc là encore une fois, on reste dans le haut du panier, niveau moralité des Bonds. Il reste anti-héros, voilà, presque sympa, mais pas vraiment. Et là, vous allez me dire, ok, bon, les 2 premiers Bonds sont gentils, donc le 3e va être aussi sympa. Sauf que là, pas du tout, les amis, pas du tout, parce que là, il s'agira donc de Goldfinger, et bon, là, les enfants, on va changer de registre. Là, c'est plus une histoire d'anti-héros distant, puisque dans Goldfinger, sorti en 64, Sean Connery pousse le curseur du cynisme à fond les ballons. C'est plus James Bond, c'est James bourrin. Ce mec-là ne se contente plus de tuer, il sème la mort autour de lui comme s'il fertilisait un champ de cadavres. Et tout ça en souriant en costard, avec un shaker de vodka à la main. Le rêve capitaliste en somme, hein, parce que déjà on va commencer par l'ambiance générale. Bond est lâché dans un complot nucléaire avec 60 000 civils en ligne de mire. Et sa réaction quand le méchant lui balance le plan, bah il est juste impressionné. Non mais vraiment quoi. Il est en mode, waouh, c'est vraiment trop bien. C'est-à-dire que Goldfinger lui explique qu'il va gazer tout Fort Knox et Bond, au lieu de paniquer ou de chercher une solution, le regarde comme si c'était un TED Talk. Il lui dit ouais mais c'est brillant quand même, hein. On a littéralement un gars qui prévoit un attentat de masse et Bond lui fait un compliment. Je veux dire, le niveau d'éthique du gars est pas forcément très haut. Mais là où ce Bond devient franchement dangereux, c'est dans son rapport aux meufs, on va pas se mentir. Là les 2 sœurs, les Masterson, là, il les envoie toutes les 2 au cimetière par pure négligence. Jill se fait repeindre au plomb pour avoir flirté avec lui et sa sœur Tilly finit par se faire tirer dessus en tentant de venger l'aîné. Et Bond, bah il était trop occupé à faire des blagues en matant le plafond. Il y a quand même une scène dans ce film qui résume toute la toxicité du personnage. Cette espèce de mauvaise farce où il est prisonnier, se fait surveiller et laisse ses 2 meufs mourir pendant qu'il improvise du stand-up. C'est comme si en pleine crise nucléaire, t'avais un clown qui faisait la blague du toc-toc qui est là pendant que le monde crame. Le pire c'est que ça fonctionne, il sort toujours vainqueur ce salopard. Et parlons de Pussy Galore, oui, c'est bien son nom, effectivement, c'est pas une parodie. Elle commence le film en bossant pour les méchants, mais 2 roulades dans le foin avec Bond et la voilà qui change de camp. Aucun argument, juste une séance de judo romantico-agressif dans une grange et pouf, elle redevient gentille. Hein. Preuve ultime que le charme de Bond est une arme de destruction massive. On pourrait annexer un pays avec son torse velu et son regard de hareng fumé. Donc là, clairement, dans Goldfinger, on n'est plus au stade de l'anti-héros. Là, voilà, on touche au vrai salopard. Charmant, certes, et efficace aussi, mais surtout dangereux, irresponsable, manipulateur et létal pour toutes les meufs qui ont le malheur de lui adresser la parole. Il provoque la mort, il assiste à des massacres planifiés, et il félicite les psychopathes en costume. À ce stade, c'est plus du charisme, c'est de la complicité criminelle. Donc ce Bond, on le met directement dans la catégorie méchant, et pas parce qu'il veut tuer tout le monde, parce qu'il s'en fout complètement que ça arrive. Et on va rester toujours dans le même délire, voilà, moralement extrêmement discutable, avec l'opération Tonnerre, sorti en 65, avec un Sean Connery à la plage, mais toujours aussi sociopathe. Voilà. Donc c'est le 4e tour de piste pour Sean Connery et on commence à cerner la bête, mine de rien. C'est pas qu'il a pas de cœur, c'est qu'il se souvient même pas à quoi ça sert. Le mec pourrait être témoin d'un massacre en buvant du daiquiri et la seule chose qu'il dirait c'est « Oh, ce rhum manque peut-être un peu de citron ». Dès les premières scènes, on comprend que Bond est là pour 2 choses. Profiter de ses vacances et accessoirement empêcher une organisation terroriste de faire sauter 2 bombes nucléaires. Et dans cet ordre-là, évidemment. Le sauvetage du monde, c'est une option secondaire. C'est une quête de RPG que t'es pas obligé de finir avant la fin du jeu. C'est une sorte de mini-jeu, quoi. Voilà, le vrai objectif, c'est surtout Soleil et Spritz. Hein, voilà. Il croise donc la route de Domino, hein, la Bond girl habituelle du film, et comme d'habitude, il la manipule en douceur pour l'embarquer dans des histoires de flingues et de torpilles. Ce qui est déjà problématique en soi, mais le pire, c'est ce qui arrive à l'agent local qui les aide tous les 2. Ce brave homme loyal, serviable, qui sauve littéralement leur peau. Et c'est quoi sa récompense ? Bah, Bond et Domino l'abandonnent en pleine mer avec une bouée, alors qu'il vient de se faire tirer dessus. Ils partent dans un jet et lui, bah, il flotte au milieu de l'océan. Pas un mot, pas un regard. Un figurant dans la vie de James Bond. Sauf que ce figurant vient de se prendre une balle. Et probablement des requins. Je veux dire, on ne saura jamais s'il a survécu et... À ce rythme-là, James Bond pourrait jeter des bébés à la mer pour alléger le bateau et clairement ça ne choquerait personne. Mais l'épisode le plus croustillant du film, c'est cette scène qui rappelle Goldfinger dans une espèce de grange de mauvais goût où Bond force pratiquement une femme à le suivre, donc dans sa chambre sous prétexte qu'elle lui doit quelque chose. Non, c'est pas une mauvaise traduction, hein. C'est dans le script. C'est plus de la drague, c'est du chantage mouillé. Et ça passe crème dans le récit, hein. Le film continue comme si de rien n'était. Hein. Voilà, comme s'il venait de commander un mojito et... pas juste de commettre un délit, en fait, tout simplement. Enfin voilà, Sean Connery dans Opération Tonnerre, c'est une version légèrement plus balnéaire de celui de Goldfinger, mais tout aussi condamnable. Il agit pour son plaisir personnel, traite les gens comme du mobilier de plage et oublie les morts comme s'il fermait un onglet sur Chrome. Toujours pas un grand méchant de dessin animé non plus, vous
vous l'aurez compris, là il s'agira effectivement d'attendre l'arrivée de Roger Moore, hein. Je vous spoil un peu, mais là clairement aussi, c'est un méchant. Là, ce James Bond, quelqu'un qui aurait dû être radié des services secrets des Dr No et qu'on laisse pourtant continuer à tirer sur tout ce qui bouge en short blanc. C'est une véritable catastrophe diplomatique ambulante, avec une licence pour tuer et 0 compte à rendre. Et là je vous le dis, accrochez-vous, puisque vous l'aurez compris, là on va vraiment entrer dans le royaume de l'absurde absolu. Parce que là on va aller jusqu'en 1967 avec On ne vit que 2 fois. Toujours avec Sean Connery, qui continue son marathon de moralité douteuse, sauf que cette fois il est déguisé en japonais. Voilà, bon écoutez, Sean Connery s'est littéralement pris pour un Pokémon. Bon voilà, c'est un moment de gêne éternel immortalisé sur pellicule, je pense que vous l'aurez compris. Bon déjà, le titre annonce la couleur, Bond ressuscite. Et franchement, vu comment il se comporte, il aurait mieux fait de rester sous terre. Parce que dans On ne vit que 2 fois, Sean Connery atteint un niveau de flemme morale rarement vu chez un protagoniste censé être gentil et sauver le monde. Le gars est littéralement à 2 doigts de roupiller pendant les scènes d'action. Dès les premières minutes, tu sens que Connery en a juste marre. Il joue Bond comme un prof de PS en fin de carrière, désabusé, mal rasé et uniquement motivé par l'idée de se taper un massage à midi. Il se fait braquer par des flingues, il hausse les épaules, il apprend que le Bond risque une guerre nucléaire, il regarde sa montre. Franchement, voilà, clairement, la menace d'extinction de l'humanité ne vaut pas la peine de poser sa cigarette, hein. Littéralement. Mais là où le film franchit la ligne rouge de l'immoralité grotesque, c'est dans le projet de japonisation de Bond. Parce que oui, le MI6 l'envoie au Japon et décide, en toute logique, de le déguiser en local. Ce qui implique un maquillage jaune, une perruque douteuse, des sourcils en accent circonflexe et un mariage arrangé avec une femme japonaise qu'il n'a jamais vue. Et la réaction de Bond, bah il kiffe, hein. D'ailleurs, il dit littéralement je pourrais prendre ma retraite ici. Voilà, le mec découvre la culture nippone comme un touriste qui découvre un buffet à volonté, avec un appétit relativement dégueulasse. Et quand sa femme crève, parce que évidemment la meuf qu'il a vue 3 fois crève quand même, est-ce qu'il a une réaction, une larme, un rictus de tristesse? Non, il a l'air soulagé. C'est un peu ça James Bond, hein. La meuf crève et tu récupères quand même ton lifestyle de célibataire et ta liberté de te taper la suivante. Et on va parler de Tanaka, son pote local, voilà le seul être humain avec qui il semble nouer un semblant de complicité. Les deux passent leur temps dans des bains publics à se faire laver par des femmes sous le rire complice de vieux militaires, et c'est là que tu réalises que Bond ne combat pas pour la justice ou la paix. Franchement, il combat, je sais même pas pourquoi. Franchement. Et même l'assaut final dans le volcan, tu sens qu'il y va parce qu'il y a des armes à feu et des ninjas. Pas pour sauver le monde, il tire pas sur les méchants parce qu'ils sont dangereux, il le fait parce que dans le doute ça l'amuse. Et comme il suit Tanaka partout, comme un golden retriever dans un dojo, on comprend vite que ses motivations ne sont ni politiques ni morales, c'est juste ok, il y a de l'action, j'y vais. Voilà, en termes de motivation, c'est pas incroyable. Bref, Sean Connery dans On ne vit que 2 fois, c'est un pur produit de l'Empire britannique en décomposition morale, hein, apathique, insensible, pas très progressiste, manipulateur par habitude. Il se donne même plus la peine de faire semblant d'avoir un code moral. C'est même plus un anti-héros, c'est un sociopathe tropicalisé. Et encore une fois, on va placer ce Bond-là dans la catégorie bad guy directement, hein, juste à côté de celui de Goldfinger, avec une mention spéciale pour appropriation culturelle extrême et négligence émotionnelle caractérisée et costume de Pokémon non homologué. À ce stade, c'est plus une icône, c'est un accident de casting qui dure depuis 5 films. Bon, on va passer au service secret de Sa Majesté avec George Lazenby, parce que là, bon, il y a un changement d'ambiance, hein, d'ailleurs assez total, puisque Bond chope des sentiments, oui, ça va être émouvant, enfin presque. Hein. Bon, voilà, je suis pas certain que ça aille au bout. Hein. Et donc le film est sorti en 69 avec Lazenby, vous l'aurez compris, hein, ce mannequin australien parachuté dans le rôle de James Bond pour une seule et unique mission. Voilà, ce sera effectivement son seul rôle de James Bond. Voilà. Vous l'aurez compris, son jeu d'acteur est en bois, et son brushing, on dirait une pub pour du shampoing militaire. Mais malgré tout, ce Bond-là pourrait bien être l'un des moins pires moralement de tous les Bonds. Et j'ai bien dit moins pire, voilà, et pas un mec bien forcément. Bon déjà, niveau présentation, George Lazenby c'est le seul Bond qui n'est pas un acteur à la base. Résultat, il joue James Bond comme s'il était paumé dans une publicité pour assurance vie. Mais niveau comportement, voilà, c'est l'un des Bonds les plus vertueux de la liste. Ce qui, quand on connaît le CV des autres, n'est pas très difficile, on est d'accord. Parce que le film commence avec une femme qui tente de se supprimer, et chose incroyable, Bond la sauve, volontairement. Pas parce qu'elle est un pion utile, pas parce qu'il a des ordres, juste parce qu'il la voit marcher droit vers l'océan avec l'air désespéré. Et là tu dis ok, le mec, incroyable, il fait un truc bien. Après, évidemment nuance, s'il avait vu un mec se jeter à l'eau, il aurait sans doute continué sa route en sifflant, mais bon, vu que c'est Diana Rigg qui à l'époque était, on va le dire, très jolie, ça devient une priorité. Le sens moral de Bond version Lazenby, c'est surtout un radar à jolie femme en détresse, mais bon, peut-on lui en vouloir? Mais là où ça en devient troublant, c'est qu'il couche pas tout de suite avec elle. Non, il attend. Il tente d'être romantique et même quand elle se casse, il se contente d'aller coucher avec d'autres femmes dans un centre de soins étrangement peuplé de mannequins dépressifs. Bon d'accord, ça casse un peu le tableau, mais pour un James Bond, c'est un progrès colossal. Il sépare intérêt amoureux principal et plan Hugues secondaire. On est à 2 doigts du développement de personnage.
Puis il tombe amoureux et il l'épouse. Non, t'as bien entendu, James Bond marié, il range ses flingues, ses gadgets et décide de poser ses valises avec la meuf, la Tracy, il me semble. Et là tu te dis, waouh, le mec a évolué. On passe de l'assassin costard à l'homme brisé qui ose aimer. Et évidemment, comme tout moment de paix dans un film de Bond, ça dure environ 12 secondes chrono. Tracy se fait abattre juste après la cérémonie et Bond est dévasté. Voilà, silence, larmes dans les yeux. Pour la première fois depuis le début de cette saga de meurtre et de je sais pas quoi, Bond souffre. Vraiment, il le cache pas, il fait pas de blague, il sort pas un ouais, ça arrive ma belle, en remettant ses lunettes de soleil, le mec il encaisse. Et donc voilà, Georges Lazenby au service secret de Sa Majesté, c'est un Bond assez rare. Pas particulièrement brillant ni charismatique, le mec ne sait pas jouer, voilà, on va pas se mentir. Disons les choses telles qu'elles sont, mais il est étonnamment humain, en tout cas en comparaison à Connery et surtout, voilà, au sombre individu qui viendra après. Il tue pas par plaisir, il tue par nécessité, et il est même prêt à abandonner sa vie de tueur pour vivre peinard avec une femme, et rien que pour ça, le mec mérite d'être élevé au-dessus du marais moral de Sean Connery et... bon, Roger, quoi. Voilà. Et on le classe donc en haut de la catégorie anti-héros. Il frôle la vertu, le mec, il la gratte des ongles. Même s'il garde encore ses petits réflexes de Don Juan fatigué. C'est un Bond fragile, naïf, peut-être un peu idiot, mais c'est aussi l'un des seuls qui semble avoir une âme. Et vu ce qui arrive à Tracy, on comprend vite que l'univers de Bond ne tolère pas ce genre de faiblesse. Bon, on va ranger les mouchoirs, cela étant dit, parce que la petite parenthèse romantique de Georges Lazenby est terminée. Sean Connery reprend les commandes dans Les Dimensions Éternelles, donc Diamond Are Forever, de 71, et là c'est pas juste une rechute, c'est un crash émotionnel, moral et cinématographique. Imaginez un vieux flic revenu pour une dernière mission, mais qui passe tout le film à casser des gueules et à faire des blagues pendant que des gens meurent autour de lui. Voilà, c'est ça. Sauf que là, il est payé. Bon alors, Connery, on le retrouve, qui revient donc dans la peau de Bond, avec toute la motivation d'un employé de Pôle emploi qui vient pointer sans se rappeler pourquoi il est là. Le gars est littéralement ici pour toucher son chèque, balancer 3 punchlines et étrangler 2 types en col roulé. Et niveau moral, voilà, on est entre l'assassin cynique et le boomer qui veut tuer des influenceuses. Dès le début, Bond est lancé dans une mission de vengeance molle contre Blofeld. Sauf qu'il semble confondre justice et pulsion meurtrière. Il explose des mecs à Las Vegas, électrocute un autre pour le plaisir, tue un sosie de Blofeld juste au cas où. Voilà, en mode ouais, bah on sait jamais, qu'il dit. Le mec applique le principe de précaution version fusil à pompe. Et le pire du pire, c'est cette scène avec Plenty O'Toole, donc une espèce de jeune femme un peu cruche, mais pas franchement nuisible. Elle finit littéralement ligotée avec des poids aux pieds et balancée dans une piscine. Le niveau de détachement émotionnel ici est si élevé que même un tueur à gages professionnel aurait trouvé ça déplacé. Et c'est même pas fini, 10 secondes après, Bond gifle une autre meuf sans raison tactique apparente, hein, juste histoire de rappeler quand même, voilà. Hein, bon. D'ailleurs, il me semble même qu'il donne un coup de pied à un chat. C'est pas une métaphore, hein, il donne un coup de pied à un chaton. Voilà. Ce type est officiellement à 2 doigts de devenir un super vilain de dessin animé. Et pourtant, malgré tout ça, le film continue à nous vendre comme un héros. Et c'est ça qui pose problème, bien entendu, parce que les mecs qui connaissent un peu la DA de cette chaîne, hein, bien sûr la direction artistique de la chaîne Yaginalise, vous savez que ce que j'apprécie tout particulièrement, mon trope préféré, c'est évidemment les vilains protagonistes, les méchants protagonistes, les protagonistes Journey to Villain, voilà. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Et vous allez me dire, mais alors, pourquoi tu te plains? Ce sont des James Bond psychopathes. Mais en fait, je me plains pourquoi? Parce que ce sont des méchants qu'on nous présente comme des gentils. Voilà, c'est une subtilité, mais pour moi, elle est extrêmement importante. Parce que à l'époque, bon, Jeune Connery malheureusement est mort, hein. J'ai pas lu, mais à l'époque, tu demandes à Connery ou aux réalisateurs de ces films-là qu'est-ce qu'ils pensent moralement de James Bond, ils vont tous te dire que James Bond c'est le gentil de l'histoire et qu'il est très sympa. C'est pas du tout une déconstruction de l'espion, je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est censé être un héros, sauf que voilà, techniquement parlant, dans le film, le mec met des coups de pied retournés à Garfield. Je veux dire, c'est quand même complexe. Pour moi, c'est même plus un agent secret à ce stade. C'est une alarme incendie défectueuse. Le mec fait plus de dégâts que ce qu'il prévient. Et là, je le dis, dans Les Diamants sont éternels, Sean Connery est probablement, en tout cas le James Bond campé par Sean Connery, est probablement à son niveau moral le plus bas. Il agit sans scrupules, sans émotion, et sans aucune forme d'autocritique. Il est blasé, cruel, sadique. C'est abusé, quoi. Et surtout, il ne donne jamais l'impression d'avoir une cause, d'un objectif noble, ou même une trace de culpabilité. Ce Bond-là, on le classe sans trembler dans la catégorie méchant. Voilà. Version feignasse en plus, hein, parce que c'est même pas un grand stratège du mal, hein. C'est, voilà, un mec qui tue par habitude, par commodité, et le tout emballé dans une attitude de touriste américain à Las Vegas. C'est une caricature de lui-même, et pourtant les gens l'applaudissent encore. Franchement, la magie du branding est assez incroyable. Bon allez, on y est. Je pense qu'on arrive au moment que j'ai teasé un peu depuis le début de cette vidéo. Voilà, il s'agira effectivement le bon petit Roger. Effectivement. Là, on arrive donc en 73, et donc on va parler, effectivement, donc, je le dis, voilà, encore une fois, je vais vous spoiler, du pire Bond de l'histoire.
Voilà, c'est-à-dire que lui, comment dire, Roger Moore, c'est même pas tant un méchant, là c'est un terroriste, c'est une menace planétaire, c'est une maladie, ce mec, vraiment, c'est un virus, je sais pas comment le décrire autrement, vraiment. Mais bon, voilà, on va y aller tranquillement, on va parler donc de Vivre et laisser mourir. Et dès les premières secondes, voilà, Roger Moore impose son style. Il est plus élégant, il est plus pince sans rire que connerie, mais il est tout aussi dangereux si ce n'est plus. C'est comme si on remplaçait un pitbull par un fusil à pompe. Et niveau moral, encore une fois, c'est un Bond encore plus flippant parce que il fait semblant d'être sympa. Il a la politesse d'un tueur à gages mais qui te serre la main avant de t'étrangler. Déjà, premier indice, il se réveille dans le lit d'une femme mariée, sans savoir avec qui elle est mariée, mais franchement, il s'en fout. L'adultère, c'est juste un mardi pour James Bond. Le mari rentre, ça finit en baston et James se barre comme si de rien n'était. Petite routine post-coïtale, j'imagine pour lui. Mais là où on franchit un cap, c'est avec Solitaire, la médium vierge exploitée par le méchant. Elle a des pouvoirs prophétiques qui reposent, tenez-vous bien, sur sa chasteté. Et devine ce que Bond fait, évidemment, il la ken. Pas après l'avoir charmée, pas après une tension romantique, non. Il triche avec un jeu de cartes truqué pour la convaincre qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Niveau manipulation, on est sur du haut niveau. Il ruine littéralement sa vie et son identité magique juste pour pouvoir la mettre dans son lit. Voilà. Et le film te vend ça comme une victoire romantique. C'est pas de l'amour, c'est du gaslighting divin. Et ensuite, on a une autre femme qui vient de séduire. D'ailleurs, il lui menace de lui tirer une balle entre les deux yeux. Donc après l'amour, le chantage, c'est quand même complexe. Et toujours avec ce petit ton british poli qui rend tout ça encore plus agaçant. Voilà. Je te bute mais avec distinction. Et puis il y a la scène du parachute où il faut un pauvre type dans le vide, sans même vérifier s'il est armé ou s'il représente une menace. Juste pour le fun. Le mec est planté là comme un PNJ et Bond le kick dans le ravin avec un petit sourire satisfait. Je veux dire, imaginez juste la scène inversée. Un méchant qui fait ça, on l'enferme direct. Bond, lui, on lui compose un thème musical et toutes ces histoires se passent dans une ambiance incroyablement... Voilà quoi, c'est quand même complexe. Tous les Renois du film sont des vaudous maléfiques, ou alors des larbins muets, ou alors des criminels. Et Bond, il traverse Harlem comme un touriste blanc avec un GPS d'époque coloniale. Et bon, voilà, apparemment ça passe. Roger Moore a mis un costume propre ce matin, donc forcément ça passe. Bon, Roger Moore, dans Vivre et laisser mourir, voilà, c'est une nouvelle forme de méchant, c'est le salaud poli. Il tue pas avec rage, il tue avec désinvolture. Il manipule, il ment, il couche, il trahit. Toujours avec une petite phrase mielleuse derrière. Il te ken, il te flingue, mais bon, à la fin, quand même, il te remercie de ta coopération. Voilà. Donc ce Bond-là mérite donc une place bien enfoncée dans la catégorie méchant. Mais avec le style, c'est un psychopathe raffiné, un connard de salon. Voilà. Encore une fois, c'est même plus un méchant, c'est un prédateur mondain. Je suis vraiment désolé, quoi. Et vous l'aurez compris, là, on ne fait que commencer, parce que si on va jusqu'en 74 avec l'homme au pistolet d'or, bon, c'est plus une descente morale, c'est une chute libre dans le trou de balle de l'humanité. Bon, Roger Moore, on le prend, on lui retire le peu de compassion qu'il avait encore, si tu pouvais appeler ça comme ça, on lui file un flingue, des répliques dégueulasses et un ego de dictateur de pacotille, et on le balance dans un film où le héros est encore plus détestable que le méchant. Oui, à ce niveau-là, même Voldemort trouverait Bond un peu extrême. Je vous le dis, Roger Moore dans L'homme au pistolet d'or, il aurait sa place à Nuremberg. Voilà. Écoutez, je dis les termes directement. C'est pas juste qu'il est antipathique, c'est qu'il devient une ordure intégrale. Et l'ironie, c'est qu'il tue seulement un mec dans tout le film. Un seul, mais tout le reste du temps, il agit comme une pure brute narcissique. Vraiment que... Je sais pas par quoi commencer. Je veux dire, bon, commençons avec les violences conjugales. James Bond ici tabasse littéralement une meuf pour obtenir des infos. Je veux dire, c'est James Bond ou c'est Setenza? C'est quoi le délire là? Il la menace, il la brutalise, il lui hurle dessus. Et tout ça pourquoi? Pour grappiller 2 bouts de renseignements qu'il aurait pu obtenir en demandant poliment. Non, lui il opte pour la méthode. Je te retourne comme une crêpe avec des patates de British avant de te balancer un sourire de pub pour dentifrice. Et la scène passe crème, parce que c'est Bond. Bah non, en fait, non, ça passe pas parce que c'est Bond. Et puis bon, il y a ce moment légendaire de lâcheté sadique où il braque un pistolet sur un mec non armé, vise littéralement son entrejambe et menace de lui exploser les bijoux de famille gratuitement, comme ça pour rigoler. C'est même pas de l'interrogatoire, c'est du stand-up version Guantanamo. Et ça continue. Bond fait aussi le coup du placard. Il fout Bonne Nuit, oui la meuf s'appelle Bonne Nuit, sa collègue, dans une penderie pendant qu'il couche avec une autre meuf. Et Bonne Nuit, elle doit rester enfermée, entendre tout, et sortir comme si de rien n'était. C'est un niveau de sadisme émotionnel qu'on retrouve généralement chez les tueurs en série, ou dans certaines téléréalités françaises, dont je tairai le nom. Et si tu crois que ça s'arrête là, mais non, il arnaque un gosse, lui vole son argent, le jette hors du bateau, le laisse flotter dans une rivière dégueulasse avec un hors-bord qui arrive droit sur lui, le tout avec la grâce d'un banquier suisse en vacances. Bond ici, c'est une maladie. Il faut l'arrêter dans les plus brefs délais, le Roger. Franchement, mon petit Roger, faut que tu t'arrêtes. Il faut le mettre derrière les barreaux. Et je vous parlerai même pas du moment où il fout Trick-Track, le serviteur de Scaramanga, dans une valise. C'est un truc de fou. Et Bond, il rigole, ce bâtard. Et on dirait presque qu'il va le balancer à la mer. Le film nous montre qu'il ne le fait pas, mais franchement, j'ai des doutes. Trick-Track est peut-être encore en train de pourrir au fond d'un lagon pendant que Bond s'enfile un martini. Et puis il y a ce dialogue glaçant où il dit que s'il avait un contrat sur sa tête, les suspects seraient les maris jaloux, les chefs en colère et les tailleurs humiliés. Autrement dit, il a foutu en l'air la vie de la moitié de l'humanité et il te le dit comme dans une vanne. Bond, encore une fois, c'est un cancer ambulant.
et il en est fier. Alors voilà, jusqu'ici je vous le dis, c'est clairement le Bond le plus maléfique de la saga jusqu'ici. Ce mec est une synthèse de tous les pires traits de tous les Bonds précédents, avec un bonus en sadisme décomplexé et un humour de tueur en série. Il a pas d'idéaux, pas de principe, pas de compassion, il agit par ego, par ennui, par caprice. Il est fondamentalement dangereux, quoi. Et donc on va le placer tout en bas du classement, en bas de la morale, en bas de l'humanité. Ce Bond-là, c'est pas un héros, c'est un criminel d'État en costard blanc. Et le pire, c'est que le film continue de le présenter comme un gentleman. Et c'est ça qui me fout le seum. Si on te l'avait montré comme un vrai méchant, j'aurais dit bien sûr, super, c'est l'un de mes films préférés. Mais non, c'est un gentil. Non, bah attends, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais voilà, on va quand même remonter un peu la pente avec L'espion qui m'aimait en 77. Et même si Roger Moore semble vouloir redorer son image après avoir atteint le fond moral dans le film précédent, il reste quand même James Bond. C'est-à-dire un type qui pense que l'éthique c'est un cocktail, pas une ligne de conduite. Alors est-ce que ce Bond est réhabilité ? Pas vraiment. Disons qu'il a plutôt appris à cacher son mépris derrière un sourire de croisière. Alors on va pas se mentir, ce Bond est plus regardable que celui de l'homme au pistolet d'or. Après en même temps, c'est pas difficile. Il est plus calme, il est plus gentleman, il tape pas sur les meufs toutes les 5 minutes, il menace pas de castrer un ado et il n'abandonne pas d'enfants dans les égouts. Voilà, on sent qu'il a eu un petit rappel RH entre deux tournages, et parce qu'il y a toujours un mais avec Roger Moore, il y a toujours un moment, toujours une scène qui fait tout dérailler. Par exemple, le mec rencontre une femme, Naomi, bras droit du grand méchant, qui est charmante, élégante, sexy, comme d'hab, est totalement secondaire dans le plan global. Elle tente pas vraiment de le tuer, elle le suit, ok, mais de là à mériter ce qui suit, je suis pas certain. Parce que Bond, en pleine course-poursuite en voiture sous-marine, parce que bien sûr, la voiture se transforme en sous-marin, évidemment, il fait un petit tour, il ouvre un missile et décide de tirer sur Naomi. Résultat, elle explose dans son hélico. Et lui, il sourit, il fait même une blague. Parce que, ok, il a tué un agent ennemi armé, et puis il a fait exploser une femme dans un hélico en faisant une blague salace. Et Naomi, je le rappelle, n'avait jamais pointé d'arme sur lui. Elle faisait juste son boulot. Et Bond, lui, il agit comme si c'était un jeu vidéo. Zéro culpabilité, zéro réflexion. C'est pas de la légitime défense, c'est un meurtre stylisé sponsorisé par Marlboro. Et c'est même pas un cas isolé. Quand il retrouve l'agent russe Anya Amasova et découvre qu'elle veut venger la mort de son amoureux, tué par Bond évidemment. Il joue au mec mystérieux et dramatique, mais dans les faits, il regrette rien. Il lui fait des yeux de cocker, l'amadou avec un peu de succès, consensuel, et hop, l'affaire est classée. Et puis bon, le coup de je sauve le monde avec élégance, c'est marrant un peu, comme Moore a toujours l'air de se battre, parce que c'est son devoir, mais dès que ça implique de tirer dans le tas ou foutre une base en feu, là par contre il est beaucoup plus enthousiaste. Il est prêt à sauver la planète, oui, mais quand ça implique des explosions des gadgets et coucher avec ses ennemis, le mec, tu sens qu'il est beaucoup plus chaud. Et donc, là, Roger Moore, dans L'espion qui m'aimait, il essaie quand même d'être un peu moins infect que dans le film précédent. Il a mis un peu d'après-rasage sur sa moralité, mais le vernis craque assez rapidement. Parce qu'un Bond qui explose une femme sans remords pour ensuite faire une blague, c'est pas un mec bien, c'est juste un sociopathe qui a trouvé un bon angle de caméra. Et donc voilà, bon, ce Bond-là, on va pas le mettre dans la catégorie méchant, mais on peut pas non plus le laisser avec les anti-héros corrects, voilà. Ce Bond-là, c'est un cas moral assez flou. Bon, voilà, une affaire non classée. On va le placer dans la catégorie anti-héros en liberté conditionnelle. Voilà, on le surveille. Voilà, on a les yeux braqués sur lui. Bon. Et on va enchaîner avec Moonraker, donc au 79, donc avec James Bond qui part dans l'espace. Ils l'ont fait, ouais. James Bond en apesanteur, avec un laser et un brushing, prêt à sauver l'humanité avec des punchlines intergalactiques. Et devinez quoi ? Il est presque fréquentable ici. Enfin, presque, Si on oublie les morts inutiles, les trahisons émotionnelles et les femmes oubliées dans les forêts. Bref, du Bond classique, mais avec un casque de cosmonaute. Parce que dès le départ, on sent que ce film veut épater la galerie. Il y a des fusées, des bases spatiales, des chiens tueurs et Bond qui traverse tout ça comme s'il faisait une visite guidée. Mais moralement, on est dans une zone grise cosmique un peu, puisque déjà, contrairement à l'homme au pistolet d'or, il n'y a pas de meurtre gratuit ou de gifle post-coïtal. Et ça, dans un film Bond, c'est déjà une victoire des droits de l'homme. Le mec fait son boulot, il enquête, il tire, mais souvent sur des vrais méchants qui méritent leur sort. Et le gros méchant du film, Drax, veut littéralement anéantir l'humanité pour la remplacer par une race supérieure façon Hitler 2.0. Donc là, quand Bond tire dans le tas, c'est difficile de le lui reprocher. Mais évidemment, Bond reste Bond, il peut pas traverser un film sans broyer quelques innocents par négligence émotionnelle et professionnelle. L'exemple le plus marquant, c'est une assistante de Drax qui aide Bond, couche avec lui. Of course, évidemment, et finit mangé par des chiens dans une forêt. Ouais, littéralement déchiqueté par des Doberman. Et Bond, il oublie son prénom aussitôt la scène terminée. Aucun remords, pas un regard en arrière, elle meurt et lui retourne préparer son voyage spatial comme s'il avait juste renversé son café. Et c'est même pas tout, Tout au long du film, Bond utilise des gens comme des pièces de rechange. Une info par-ci, un lit par-là, un sacrifice utile, et voilà. Et hop, on passe à la suite. C'est une mécanique de manipulation qui est devenue sa marque de fabrique. Et ce qui sauve ce Bond-là du fond du classement, c'est qu'il prend pas de plaisir évident à faire le mal. Il fait simplement ce qu'on lui dit de faire. Voilà, il veut juste empêcher un NAZD de l'espace de recréer l'humanité façon catalogue Castorama. Et à la toute fin, quand il détruit la station spatiale de Drax, il sauve clairement le monde. Alors oui,
il veut aussi continuer à profiter du monde et surtout aller ken dans tous les pays du globe, mais au moins il le sauve. C'est déjà mieux que ceux qui le détruisent juste pour tester des gadgets. Donc Roger Moore dans Moonraker, c'est un Bond fonctionnel, presque professionnel, presque. Il fait ce qu'on attend de lui sans trop d'excès, pas d'humiliation gratuite, pas de sadisme manifeste, juste un agent de terrain un peu trop habitué à voir des gens mourir autour de lui. On le classe donc dans la catégorie correcte, avec une note de bas de page cependant, voilà, peut mieux faire. Mais au moins, il n'a pas étranglé de nourrisson cette fois-ci. Il reste distant, froid, parfois négligent, mais il a un objectif clair. Sauver le monde, et pour une fois, ça n'a pas l'air d'être juste pour pouvoir coucher dans la navette spatiale. Même s'il finit quand même par le faire, faut pas déconner. Et la prochaine étape, c'est Rien que pour vos yeux, sorti en 81. Et là, attention, parce que Roger Moore, encore lui, nous fait un bond en mode tentative de rédemption, mais qui, par moment, ressemble plus à un vieux papy qui donne des leçons de morale tout en poussant des handicapés dans le vide. Parce que c'est ça le paradoxe de ce film. On veut nous vendre un Bond plus humain, plus sobre et plus sérieux, mais il oublie de désactiver la fonction meurtre automatique. Parce que dès le début du film, Bond balance une punchline digne d'un calendrier à citation, en mode ouais, avant d'entamer une vengeance, il faut creuser de tombes. Waouh, philosophe le mec. Sauf qu'il balance littéralement un mec en fauteuil roulant dans une cheminée 5 minutes plus tard. Ouais, un vieux Blofeld de chauve, cloué sur roulette qui le supplie presque, et Bond qu'il catapulte dans un sac d'ordures dans une centrale. Parce que c'est ça la logique bondienne. La vengeance c'est mal, sauf si c'est moi qui l'exécute. Mais à côté de ça, ce Bond-là tente des efforts. Bon, on sent qu'il essaye peut-être d'être un peu moins prédateur, notamment dans cette scène où une adolescente, Bibi, la guiche avec tout le manque de subtilité d'une publicité Axe, et Bond y refuse. Ouais, t'as bien entendu. Il refuse poliment, gentiment, sans lui faire une leçon, sans la ridiculiser. Il lui offre même une glace. C'est peut-être la première fois dans la saga où il considère pas une meuf comme un impératif. Comme quoi la vieillesse a parfois du bon. Mais bon, faut pas rêver non plus. Bond reste un mec qui tire sur des gens sans sommation, balance des mecs dans le vide et qui pense que la diplomatie, c'est un fusil de sniper avec silencieux. Il agit souvent comme juge, jury et bourreau, et parti en même temps. Sans jamais vraiment réfléchir à la portée de ses actes. Sauf que cette fois, le film essaie quand même de nous faire croire qu'il est moral, alors que bon, non, c'est pas le cas. C'est juste qu'il est plus malin dans sa façon de dissimuler sa brutalité. Il y a aussi ce sentiment tout au long du film que Bond fait de vrais choix moraux, il est plus juste en pilotage automatique, il hésite, il doute, il couche pas systématiquement avec la première meuf qui passe, il écoute, il écoute, un peu de loin quand même, mais il écoute, et ça dans l'univers de Bond, c'est presque de la sainteté. Et voilà, on peut dire que Roger Moore, dans Rien que pour vos yeux, est probablement le Bond le plus vertueux jusqu'ici. Incroyable, effectivement, la maladie a été soignée. Bon, il devient pas soudainement Gandhi non plus, voilà, même si bon, Gandhi aussi, moralement parlant, il est pas parfait, mais bon, vous m'avez compris. Il tue toujours, il manipule, il explose des gens pour protéger des secrets d'État que personne ne comprend, mais il essaie de rester humain, ou au moins de faire semblant, et rien que pour ça, on peut lui offrir la première place provisoire du podium de la moralité bondienne pour l'instant. Il va vite être détrôné par un certain Timothy Dalton, mais encore une fois, voilà, je ne vous spoile pas trop. Et donc voilà, félicitations mon petit Roger, t'es passé de Bond démoniaque sadique à Bond qui réfléchit 2 fois avant de tuer. Bon, à la fin, il tue quand même, mais bon, il y a une amélioration, c'est pas la panacée non plus, mais c'est un progrès. Et on va continuer notre autopsie morale avec Octopussy, sorti en 83, et déjà, on dirait le nom d'un film de bouboule, et pourtant, c'est bien un film James Bond, avec Roger Moore toujours aux commandes. Et là, attention, Bond semble presque préoccupé par le sort du monde. Sauf que comme d'hab, dès qu'il aperçoit un décolleté, voilà, son sens moral s'écrase comme un hélico de la Luftwaffe. Alors Octopussy, c'est le genre de film où tu sens que les scénaristes ont hésité entre faire une parodie involontaire ou une pub déguisée pour la guerre froide. Et James Bond, il navigue entre les deux, comme un adolescent de 55 ans, coincé entre son envie de paix mondiale et son désir de tirer sur tout ce qui bouge et surtout de tirer tout court. Mais bon, on va commencer par ce qui est bien. Dans ce film, Bond semble sincèrement choqué par les plans du général Orlov. Et quand ce dernier propose de foutre une ogive nucléaire dans une base de l'OTAN, Bond fronce les sourcils. Et dans l'univers Bond, c'est l'équivalent d'un effondrement émotionnel. Il montre du dégoût, voire même de la colère morale. On est loin du Bond de Goldfinger qui applaudissait sur les plans de massacre comme s'il notait un exposé TEDx. Mais là où tout part en vrille, c'est comme toujours dans les détails. Bon, déjà, premier détail, le film commence avec une explosion qui tue une quinzaine de mecs, des employés de base, probablement, juste des mecs qui faisaient leur taf dans une base militaire, rien d'hyper maléfique. Et Bond, il rit, il s'échappe, il remet sa chemise, zéro réflexion sur les dégâts collatéraux. Deuxième détail, un gamin assis devant son ordi, ok, le gamin est un jeune technicien ennemi, mais c'est un adolescent, et Bond, il le descend à bout portant sans broncher, et le film passe à la scène suivante en mode aucun remords, aucun commentaire. On dirait qu'il a renversé un gobelet de café alors que non, il vient de foutre une bastos dans un ado. Détail numéro 3 au QG, pendant qu'il est censé analyser des documents stratégiques, il utilise un zoom optique pour mater la poitrine d'une meuf. Donc voilà, le monde est au bord d'un incident nucléaire, et Bond fait du voyeurisme, voilà, la paix mondiale, ouais attends quand même, je check un bon essai à 400 mètres, faudrait quand même pas que je remette en cause mon sens des priorités.
Et, quatrième détail, il couche avec la patronne d'une secte féministe paramilitaire qui vit dans un palais flottant et qu'il manipule en jouant aux mecs vulnérables. Et dès que la mission est finie, il disparaît dans un avion comme d'habitude. Et surtout, aucune réflexion sur les morts. Les explosions s'enchaînent, les hommes tombent, des dizaines de figurants se font massacrer dans des gunfights au ralenti, et Bond, il a juste sa cravate. On pourrait croire qu'il garde la tête froide, mais en réalité, il s'en fout totalement. Et donc, Roger Moore dans Octopussy, c'est un anti-héros. Voilà, assez haut de gamme, hein. Un Bond qui veut bien sauver le monde, mais voilà, ça l'empêche pas quand même de V la vie privée des meufs avec une caméra à zoom militaire. Et il semble aussi y avoir une boussole morale, mais elle est détraquée, hein, genre sud magnétique instable. Bon, parfois elle pointe vers l'éthique et parfois elle pointe vers la luxure ou l'ultra-violence gratuite. Et donc voilà, on va ranger dans la catégorie anti-héros, avec quand même une petite astérique à côté, hein, c'est-à-dire que voilà, ce monsieur peut quand même tirer une balle dans la tête d'un stagiaire mineur et mater votre décolleté à travers un périscope dans la même minute. Donc voilà, il est sympa mais pas tant que ça. Et donc on arrive à Dangereusement Vôtre de 85, avec donc le dernier tour de piste pour Roger. Franchement ça fait du bien, j'en avais un peu marre de parler de lui, et autant dire que ça se voit. Voilà, Moore est aussi fatigué qu'un prof de techno en fin d'année, et ce Bond-là, on dirait un mix entre un retraité pervers et un Terminator sous diazépam. Et niveau moral, voilà, c'est ambigu. Il fait pas grand-chose de fondamentalement atroce, mais il le fait avec la tête de quelqu'un qui s'ennuie pendant un enterrement. Alors déjà, faut le dire, Roger Moore a 57 ans dans ce film, et ça sent. Voilà, il grimace à chaque cascade, on dirait qu'il va se démettre une hanche en tirant sur un bouton, et pourtant il continue de jouer James Bond comme un séducteur insatiable, alors qu'il ressemble à un retraité de Neuilly-sur-Seine dans un bal de promo texan. Rien que ça, c'est un crime esthétique. Mais moralement, bizarrement, ce Bond-là est plutôt sage, hein. Pas de meurtre gratuit, pas de manipulation manifeste. Après, certes, il drague une meuf qui aurait pu être sa petite fille, mais il la force pas, ce qui dans cette saga est déjà un progrès monumental. Et quand il voit le méchant, donc Max Zorin, interprété par Christopher Walken en mode Joker capitaliste, donc quand il le voit massacrer des innocents pour des raisons financières, eh bien Bond est choqué. Oh, il est choqué. Il exprime du dégoût, de la révolte, de l'indignation. Tu sens qu'il a une âme quelque part. Et tu dis, non mais attends, est-ce que ce Bond est en train de se réveiller? Est-ce qu'il devient enfin un être humain? Bon, il fait quand même péter la moitié de San Francisco dans une course-poursuite débile, mais soyons honnêtes, c'est le lot de tous les Bonds. Là où Moore se distingue ici, cela étant dit, c'est qu'il ne se complaît pas dans le carnage. Il semble fatigué de tuer, presque dégoûté, et à la fin du film, il sauve des gens, il protège des innocents, il se bat pour quelque chose, et pour une fois, c'est pas juste plan Huck plus explosion. Alors voilà, Roger Moore dans Dangereusement Vôtre, c'est une version adoucie du personnage. Tu sens qu'il est trop vieux pour courir, sa moralité s'est stabilisée, pas par gentillesse, mais par fatigue. Il devient pas un héros pur, faut pas déconner, mais il est respectueux. Voilà, moins meurtrier, plus humain. Et dans l'univers de Bond, c'est un miracle. Du coup, écoutez, ça va être le premier dans la catégorie correcte. Presque bon gars. Premier ou deuxième en tout cas. C'est pas qu'il a changé, c'est qu'en fait il est trop vieux. Voilà. Je sais pas si on peut appeler ça de la sagesse ou de la sciatique. Et là, enfin, puisqu'on parle de vertu, on va passer, on va le dire directement, je vous spoil, au meilleur Bond de toute la liste. Il n'y aura pas meilleur que lui. Enfin, quand je dis meilleur Bond, je parle en termes de moralité, bien sûr. Il s'agira donc de Timothy Dalton, avec Tuer n'est pas joué, avec un Bond sérieux tourmenté, qui commence à avoir une conscience, et ça change tout. Parce que là, on remonte en 87, avec Tuer n'est pas joué, et donc on arrive au moment où Bond cesse bizarrement d'être un sociopathe en cravate pour devenir presque un homme bien. Ouais, vous avez bien entendu. Ce mec a des états d'âme maintenant, il hésite, il sauve des gens, il dit non à des ordres immoraux, bref, on est sur du Bond qui aurait eu 5 séances de thérapie et un début de conscience politique. Et dès les premières scènes, tu sens que Timothy Dalton veut casser le moule. Il incarne un Bond plus froid, plus réaliste, mais surtout moins salaud. Fini les blagues sur les cadavres encore tièdes, fini les regards lubriques sur des adolescentes, et si Bond a l'air concerné, vraiment concerné, par la mission, par les gens, par ce qu'il fait, et ça fait bizarre, presque trop bizarre, dans une franchise où la norme, c'est de balancer un type handicapé en haut d'un immeuble et d'enchaîner sur une vanne de beauf. Mais c'est pas juste une posture, le mec refuse un ordre. Oui, un ordre de tuer une meuf, et dit non, tranquillement, sans provocation, juste parce que c'est pas juste. Dans les autres films, ça aurait été réglé en une balle dans la nuque et un cocktail dans l'avion, mais là, le Bond de Dalton dit non, c'est immoral. Et boum, on vient d'entrer dans une autre dimension. Et toute sa relation avec Cara Milovi, donc la Bond girl du film, est à l'opposé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Il la respecte, il la manipule pas, il couche pas avec elle au bout de 4 minutes 30, il prend le temps, il la protège, il lui parle, et il est presque charmant. Et pas le charme toxique de Moore, bien sûr, ou même de conneries. Non, un vrai respect, quoi. Voilà. Mais attention, il reste quand même James Bond, il tue, il castagne, il balance des grenades dans les usines, il envoie un mec dans un sac de farine pour le cogner tranquille, mais contrairement aux autres James Bond, on sent que c'est pas son style habituel. Il le fait parce qu'il est piégé, parce qu'il a pas le choix, parce que le contexte l'impose. C'est pas du sadisme, c'est du calcul. Ça reste crade, mais c'est pas gratuit. Et surtout, quand ses alliés sont en danger, il fait tout pour les sauver. Il agit souvent contre les ordres, motivé non pas par la couronne, ni par le pouvoir, ni
pour une paire de seins, mais parce qu'il croit être juste. Et ça, pour un Bond, c'est révolutionnaire. Et voilà, je vous le dis, Timothy Dalton dans Tuer n'est pas joué, c'est le Bond le plus vertueux jusqu'ici. Il a des principes, de l'intégrité et un rapport aux femmes qui ne donne pas envie de prendre une douche après chaque scène. C'est un professionnel, un soldat, mais il a un cœur. Voilà. On le place donc, sans l'ombre d'un doute, dans la catégorie bon gars. C'est pas un saint, mais c'est le seul Bond jusqu'ici à pouvoir dormir la nuit sans entendre les cris de ses victimes dans sa tête. Et on va poursuivre avec Permis de tuer, donc License to Kill, sorti en 89. Donc le second et surtout, et même malheureusement, le dernier tour de piste pour Timothy Dalton. Et là, attention, Bond entre en mode ultra-violent, mais pour une bonne raison. C'est un film de vengeance, certes, mais pas la vengeance gratuite à la sauce « ouais, il a tué mon chien, donc je vais massacrer la mafia russe » ou « je vais cramer son village ». Non. Là, Bond est poussé à bout, et ce qu'il fait, même s'il est impitoyable, c'est probablement la vengeance la plus moralement justifiée de toute la saga. Dès le départ, on comprend que ce film ne sera pas comme les autres. Bond démissionne du MI6, il rend son badge, balance son flingue et décide de traquer un baron de la drogue qui a fait mutiler son meilleur ami et vêt sa femme. Bon, et là tu dis ok, on est dans un James Bond, mais peut-être qu'on est dans un Kill Bill. Mais contrairement aux autres Bonds qui tuaient souvent par confort ou par habitude, ou même par ennui, ici Bond tue par conviction morale. Et c'est cette nuance qui change tout. Il tue pas des sbires aléatoirement, il ne zigouille pas une secrétaire parce qu'elle a renversé son martini, non, il traque ceux qui ont détruit la vie d'un innocent. Il devient littéralement un justicier. Il va même jusqu'à tuer des gens non armés, parfois certes, mais à chaque fois ce sont des criminels de guerre, des psychopathes impliqués dans un cartel sanguinaire. Et surtout, il ne prend aucun plaisir à le faire. Il balance aucune vanne, il fait pas le mariole, il agit avec la rage froide d'un mec qui veut faire le ménage, et ce Bond-là, c'est un peu le concierge de la morale. Tu lui files un seau, une serpillière et un bazooka, et il nettoie la corruption jusqu'au dernier pixel. Et niveau rapport aux meufs, encore une fois, c'est un certain respect. Il collabore avec Pam Bouvier, donc une pilote badass qui ne le drague pas immédiatement, il la respecte, il la traite comme une vraie partenaire. Et même si évidemment, il y a un moment où ça finit en galipette, c'est consenti, c'est clair, c'est sans manipulation, il n'y a pas de menace, pas de placard, pas de robe arrachée, juste deux adultes qui font ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. C'est suffisamment rare pour être souligné dans un film Bond. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que ce Bond-là remet en question ses propres méthodes. Il est en dehors des clous, il doute, il souffre. Il se demande si ce qu'il fait est juste, et aucun autre Bond n'a cette lucidité. Même Daniel Craig plus tard aura du mal à l'atteindre. Et Dalton, lui, il va à fond. Il est dans l'ombre, mais avec un code moral en acier trempé. Et donc Timothy Dalton dans Permis de tuer, c'est un justicier brutal, mais fondamentalement moral. Il agit par loyauté, par humanité et par sens de la justice. Il désobéit à l'autorité pour suivre ce qu'il pense être la bonne chose à faire. Et ça, dans l'univers de Bond, c'est assez rare, c'est même extrêmement rare. Et donc on le classe, on s'est cité, au sommet de la catégorie des bons gars. C'est un peu l'un des seuls Bonds avec votre Bond de Dalton qu'on aimerait vraiment avoir à ses côtés si un cartel nous tombe dessus. Le seul qui te défendra, même sans ordre, juste parce que c'est ce qu'un humain devrait faire. Et donc là on se dit ok, super, là on touche les nuages, on touche les étoiles avec ce Timothy Dalton, super, allez balance la suite Yaji. Sauf que la suite ne sera pas avec Dalton, elle sera avec Pierce Brosnan, avec évidemment GoldenEye, puisque là on va directement monter jusqu'en 95, qui pourrait bien être l'un des Bonds les plus meurtriers de toute la saga. Voilà, on va tout désinguer ça ensemble, vous inquiétez pas. GoldenEye 1995, Pierce Brosnan, élégant, charismatique, avec une mâchoire digne d'un manuel de sculpture. Et pourtant, encore une fois, ce Bond est certainement l'un des plus dangereux de tous. Pas parce qu'il est sadique, mais parce qu'il est tellement conditionné, tellement programmé pour faire le job qu'il tue comme un robot sans jamais se demander s'il aurait pu faire autrement. Après bon, le film est un classique, bon, là-dessus GoldenEye, y a pas de souci. La musique, les décors, Sean Bean en traître, le tank à travers Moscou, c'est un pur plaisir, voilà. Mais au niveau moral, c'est la foire à la bavure. Déjà première scène, Bond exécute froidement un scientifique après avoir fait sauter une base. Pas un agent double, pas un homme armé, juste un petit mec de labo qui était là au mauvais endroit au mauvais moment. Et lui, il balance une vanne classique. Ce Bond-là, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est insensible. Comme si les morts ne comptaient plus. Comme si tuer était juste une clause dans son contrat de mission. Et puis il y a la scène du tank, avec Brosnan qui poursuit le méchant et qui décide de traverser le centre-ville de Saint-Pétersbourg en blindé. Il défonce des voitures, des immeubles, des ponts entiers, roule sur des flics, explose des kiosques. Et nous, spectateurs, on rigole un peu, parce que c'est fun, bien sûr. Mais sauf que si on devient sérieux un peu 2 secondes, il y a quand même des dizaines d'innocents qui sont morts là-dedans. Tu penses vraiment qu'il est possible que tout le monde ait eu le temps de fuir ? Non, le mec a littéralement rasé une ville pour choper un mec qui allait déjà se faire arrêter à l'aéroport. Et c'est pas juste de la casse. Là, ce Bond est en roue libre totale. À chaque scène, il tue des gens qui ne savent même pas pourquoi ils meurent. Ce sont des gardes sous-payés, des soldats qui suivent des ordres, des techniciens, des chauffeurs, et il les extermine à la chaîne, comme s'il jouait à Doom Eternal.
Il a perdu tout sens de la gravité morale. On est vraiment loin de Timothy Dalton, qui hésitait à appuyer sur la moindre gâchette, alors que Brosnan, lui, il vise, il tire, il vide son chargeur et il oublie juste après. Et pourtant, on veut encore nous le vendre comme plus humain. Pourquoi ? Parce qu'il est encore poli avec Moneypenny, parce qu'il a une belle coupe de cheveux, parce qu'il sort des répliques stylées après avoir abattu quelqu'un. Mais ce Bond-là, c'est un pur produit de l'Empire. C'est un exécuteur, c'est un tueur à gages, c'est une machine de guerre avec du gel dans les cheveux. Et on pourrait croire qu'il va se remettre en question, notamment avec Alec Trevelyan, ancien 0-0 devenu traître, je sais pas, un miroir moral, hein. Et si c'était moi en face de lui, mais même là, Bond ne se pose pas de questions, il doute pas et tue encore et encore froidement. Il aurait pu le capturer, il aurait pu le neutraliser, mais il préfère le balancer en haut d'une antenne, parce qu'apparemment c'est plus stylé. Vous l'aurez compris, Pierce Brosnan dans GoldenEye, c'est le Bond le plus institutionnalisé de tous. Il agit pour l'État. Il tue sans réfléchir, il pense que l'ordre du monde vaut bien quelques centaines de morts anonymes, il n'a pas le sadisme de Roger Moore ni l'apathie de conneries, mais il a quelque chose de pire, il tue mécaniquement sans jamais rien remettre en cause de sa fonction. On le classe donc pile au milieu du spectre moral. C'est pas un monstre, non, mais c'est un agent vidé sa substance, un tueur parce que c'est écrit dans la mission, et ça c'est terrifiant. Et on va enchaîner avec Demain ne meurt jamais, donc sorti en 97, et là clairement ça part en vrille. Et on a Brosnan qui entre dans la zone rouge de la moralité. Spoiler, le mec explose une voiture dans une rue bondée avec le sourire, et clairement c'est pas forcément... super. Parce que la deuxième mission de Pierce Brosnan avec, je l'ai déjà dit mais je le répète, Demain ne meurt jamais de 97, voilà. Là, c'est vraiment un glissement. Voilà, j'ai glissé, chef, clairement. On glisse doucement, mais sûrement dans le Bond version GTA. On oublie les dilemmes moraux, on oublie les hésitations, on oublie les remords, même si on les avait déjà oubliés dans GoldenEye, parce qu'ici, Brosnan est une machine de guerre en costard, qui fait tout exploser avec une élégance froide, un sourire satisfait et zéro prise de conscience. Ce Bond-là, c'est un mix entre un influenceur LinkedIn et un criminel de guerre. Le mec peut t'écraser, mais au moins il a klaxonné. Bon, tu peux mourir tranquille finalement, parce que on va commencer par le clou du spectacle, la séquence du parking. Bond, poursuivi par des sbires, décide de lancer une BMW télécommandée dans le vide depuis le toit d'un immeuble. Et en bas, il y a une rue pleine de civils et lui, il klaxonne, littéralement, il klaxonne en souriant, en mode ouais, attention, j'arrive lol, place. Non mais, sans déconner. Imaginez ça dans la vraie vie, un agent secret qui jette une voiture piégée sur des passants en espérant que personne ne se trouve dessous. Non mais, sans déconner, évidemment qu'il y a des gens qui vont crever ce jour-là. On le voit pas, mais c'est obligé. Il y avait forcément un mec en pause sandwich ou une vieille dame avec son caniche, je sais pas, un livreur qui pionçait quelque part, bref. Ils ont tous été pulvérisés, qui qu'ils soient, et tout ça pourquoi ? Juste pour gagner 3 secondes dans une fuite, et c'est que le début. Puisque ensuite, le mec poursuit un hélicoptère dans une ruelle bondée, à hauteur de lame. Vous savez, ces balles qui peuvent décapiter un être humain en un quart de tour et en un coup de cuillère à peau. Le mec fait descendre le pilote au ras de la foule pour l'attirer dans un piège. C'est pas une ruse tactique, c'est une roulette russe humaine. Et même si le film ne te montre pas les corps qui tombent, croyez-moi, ça charcute. Et Bond, lui, il s'en fout. Il a juste sa montre, il en a rien à foutre. Et puis on a la scène là du mec jeté dans une presse à imprimer. C'est pas une métaphore. Le mec est littéralement projeté dans une broyeuse industrielle, lentement, douloureusement, pendant que Bond le regarde sans ciller. Le mec était armé certes, mais c'était plus un danger immédiat. Il aurait pu être assommé, menotté, interrogé, mais non, broyeuse directement. Bond voulait juste imprimer une nouvelle édition de l'horreur. Et ajouter à cela la scène avec le petit garde de sécurité, le mec fluet là, qui semble avoir été engagé pour garder un entrepôt, pas pour affronter un agent 00. Bond le massacre quand même, et ce qui rend ça encore plus malsain, c'est qu'il s'amuse. Il le regarde, il jauge, il le provoque. C'est pas de la survie, c'est un mini-jeu sadique. Et avec les meufs, il est plus respectueux que Roger Moore. Après, j'ai envie de dire c'est compliqué de faire pire, mais bon, voilà. L'attachement est conditionnel. Il tente vaguement de sauver Paris Carver, mais quand elle meurt, il passe à la suite directement sans même un frisson. On sent qu'il aimait bien, mais voilà, il l'aimait comme on aime une bonne paire de chaussures. Dommage qu'elle ait explosé, et tant pis finalement. Et donc, dans Demain ne meurt jamais, Pierce Brosnan est en pleine dérive morale. Il est pas cruel, il est désinvolte. Il tue pas pour le plaisir, mais tue avec une telle facilité que, je sais pas, une telle indifférence que on se demande s'il a encore une âme. Ou s'il a juste appris à dire license to kill. Comme on dirait, t'as une clope. On le place donc, et c'est logique, dans la catégorie des méchants. Pas de rire démoniaque, pas de discours de tyran, juste un tueur propre, élégant, profondément dangereux, et il doute jamais. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu ça le vrai mal. Bon allez, on va passer à la 3e sortie de Pierce Brosnan en 99 avec Le Monde ne suffit pas. Et là, les scénaristes ont voulu jouer la carte du Bond torturé émotionnellement. Sauf que voilà, un Bond torturé quand c'est mal écrit, ça donne juste un mec qui tue encore plus de gens mais en fronçant les sourcils. Et ce film, c'est exactement ça. Un Bond qui massacre à tour de bras tout en faisant semblant d'avoir des remords. Franchement, je sais pas si ça fonctionne. Le mec a clairement la sensibilité d'un missile à tête chercheuse. Parce qu'on va commencer avec du lourd. Bond fait exploser un immeuble entier rempli de bureaucrates sous prétexte qu'il traque un assassin. C'est pas un attentat, c'est une procédure. Des types tapent sur des claviers, remplissent des formulaires et hop, boum.
Brosnan sort de là comme si c'était une réunion Zoom qui avait un peu dégénéré. Et pourtant, le film veut faire croire que Bond est plus humain cette fois. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il veut protéger Elektra King, une meuf clairement instable qui tente de le tuer. Il essaie de la raisonner, il montre de l'affection. Bon, tu pourrais effectivement croire qu'on assiste à une révolution intérieure, sauf que spoiler, ça dure 3 minutes. Ensuite, il lui tire une balle dans la tête froidement en chuchotant son prénom. Voilà, le tout filmé comme une scène romantique. Et après ça, le mec ne bronche pas. Pas un mot, pas un soupir. C'est de l'amour version décharge électrique. Et avec les autres, même ambiance. À chaque mission, il tue des ennemis désarmés, balance des mecs dans des turbines, tire dans des têtes, jette des cadavres dans des trappes, le tout avec le sérieux d'un prof de maths qui fait passer une interro surprise. Ce Bond n'est pas sadique, mais il est tellement conditionné qu'il agit sans réfléchir. Il n'hésite pas, il ne doute pas, il élimine en fait. Un peu comme une fonction Excel, où il sort d'un coffre de voiture et tue un type à bout portant, un gars sans armes, sans défense, juste pour avancer. Pas de combat, pas d'avertissement, juste une patte dans le crâne. Ce Bond-là, c'est le tueur silencieux parfait. L'élégance en surface, la brutalité en fond. Et bien sûr, bon, encore une fois, il y a le traitement des femmes, voilà, vu qu'il se tape Christmas Jones. Oui, c'est vraiment son nom. Une scientifique en short moulant, sans jamais lui accorder une once de respect. Elle est littéralement un accessoire dans sa mission, une forme humaine collée à un bras pour la scène finale au lit. On est revenu encore une fois à la girl Bond de base, et bon, il en a plus rien à foutre, et nous non plus. Il veut juste terminer la mission et rentrer chez lui, Ken dans un bunker. Et donc, Pierce Brosnan dans Le Monde ne suffit pas, c'est une fausse tentative d'humanisation de James Bond, parce que là, on nous vend un Bond plus sentimental, plus torturé, mais bon, c'est qu'une apparence, parce qu'en dessous, c'est toujours le même tueur méthodique, le même exécutant froid. Ce Bond-là est dangereux, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est convaincu d'être du bon côté du manche, quoi qu'il fasse. Et donc, on va le placer dans la catégorie des méchants. Voilà, peut-être un peu plus haut que Demain ne meurt jamais, simplement parce qu'il fait semblant d'avoir une conscience. Il reste un exécuteur, un automate qui croit aimer et qui tue même ceux qu'il prétend sauver. Et on va boucler l'ère Brosnan avec Meurt un autre jour, donc Die Another Day de 2002. Et là on atteint vraiment le sommet, pas du raffinement ni de la tension dramatique, mais du grand n'importe quoi techno-futuriste, où James Bond devient littéralement un cyborg du capitalisme, un mélange entre Terminator en costard et un mannequin Hugo Boss sponsorisé par l'OTAN. Alors, ce film commence avec un Bond capturé et torturé pendant plus d'1 an. Voilà une ouverture qui peut nous offrir, je sais pas, un Bond brisé, en quête de rédemption, traumatisé, mais non. 15 minutes plus tard, il sort de là comme s'il venait de passer une journée au hammam. Et ce qu'il fait ensuite, il fracasse un hôpital militaire. Des médecins, des infirmiers, des gardes, tout le monde y passe. Juste parce qu'il est de mauvaise humeur. Imagine un patient lambda qui se fait opérer du genou pendant que Bond retourne la salle d'IRM à coups de poing. Et là, le film vire dans l'absurde total. Il se retrouve dans un hôtel de luxe à Londres où il décide que le meilleur moyen de régler ses comptes, c'est de faire un duel à l'épée au beau milieu du hall. Lame aiguisée, chandelier qui tombe, client terrifié. C'est plus un espion, c'est un barbare. Il manque plus que le fatality à la fin et on y est clairement. Ensuite, on enchaîne avec une voiture invisible. J'en montre rien, il y a vraiment ça dans le film. Une forteresse de glace et une fusillade où Bond, toujours fidèle à lui-même, tire sur tout ce qui bouge, souvent sans vérifier s'il s'agit d'ennemis ou pas. Comme d'habitude, zéro réflexion, tout dans la gâchette. Il détruit un laboratoire, fout le feu à une base militaire, pulvérise un satellite et le tout en laissant des dizaines de cadavres dans son sillage. Et le pire, c'est qu'il se pose encore une fois jamais de questions. Même pas une petite introspection. Même pas, rien du tout en fait, juste une blague à la fin, c'est tout. Et parlons de la relation avec M. À un moment, pendant une simulation de réalité virtuelle, Bond se permet de buter M, sa propre patronne, juste pour tester les réflexes. Alors oui, c'est une simulation, mais entre ça et les mecs qui jouent à GTA en tirant sur les piétons, la frontière est floue. Et bien sûr, la romance forcée avec Jinx, donc jouée par Alberi, c'est une relation montée en 48 heures à base de regards lubriques et de sous-entendus assez navrants. Bond s'y attache comme un mojito bien dosé, il n'y a aucun lien émotionnel crédible, juste deux mannequins en quête de friction. Et à la fin, ils kennent dans une urine glacée, entourés de débris humains, comme si rien n'était. Franchement, c'est la poésie selon James Bond, et clairement, ça rime pas vraiment. Enfin voilà, dans Meurt un autre jour, Bond n'est plus humain, s'il l'a jamais été, c'est un produit marketing à usage militaire. Une pub pour le carnage stylé, aucune boussole morale, aucune forme de conscience, juste une mission et des gadgets. Le mec est dangereux, pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est déconnecté de la réalité. Et donc, voilà, il est entre l'anti-héros et le méchant. Je dirais anti-héros, je vais être gentil, mais clairement, voilà. C'est un Bond vidé de son âme, mais encore assez chic pour qu'on lui pardonne, on va dire. Et à tort, hein. On a clairement tort de lui pardonner. Et donc là, enfin, on va attaquer l'ère Daniel Craig, avec Casino Royale, sorti en 2006. Il y a quand même un sacré gap entre le dernier Bond, et justement, là on veut nous vendre un 007 plus sombre, plus réaliste, plus psychologiquement complexe. Mais en réalité, on a juste remplacé la désinvolture de Brosnan par une brutalité monochrome, enveloppée dans un costume slim.
Et dès le premier plan du film, c'est assez clair. Ce Bond n'est pas là pour jouer avec ses gadgets. Il est là pour briser des cervicales et casser des lavabos avec des crânes. Le film s'ouvre sur un double meurtre, froid, stylisé, en noir et blanc, parce que rien ne dit sérieux comme un filtre de festival de cinéma. Ensuite, on le retrouve au milieu d'un chantier, en pleine course-poursuite avec un type qui grimpe partout comme s'il avait du parcours dans le sang. Et que fait Bond ? Il explose tout. Murs, grues, travailleurs, poutres métalliques. Le mec est un bulldozer humain. Il poursuit un seul homme, mais il laisse probablement des dizaines de blessés, voire des morts qu'on ne voit pas, parce que bon, les films modernes, ça va être pudique quand ils tuent en masse. Et Craig, lui, il sort de là sans un seul regard en arrière. Et ça continue. Il interroge un contact à l'aéroport, le pousse à se supprimer lui-même, fout en l'air un avion commercial, réussit à sauver le monde entre guillemets, mais en causant un chaos monumental. C'est pas un héros, c'est un catalyseur de désastre. Parce que Bond dans Casino Royale, c'est le type qui pense que tout est un jeu vidéo. Le mec est blessé, mais il aime la baston. Clairement, c'est sa cam. Puis il y a Vesper, voilà. Le film essaie de nous faire croire qu'il tombe amoureux, il a l'air sincère, il la caresse sous la douche en costume après qu'elle ait vu un cadavre. Mais c'est ça l'amour, voilà. Un moment de tendresse coincé entre deux assassinats. Et quand elle crève, il est triste pendant quelques heures. Et puis il reprend la route, flingue à la main. Et autre détail amusant, quand une meuf meurt, quand il l'a embarqué dans sa mission, il fronce les sourcils 2 secondes. Puis commande un martini, voilà. C'est ça le remords façon Daniel Craig. Une expression de constipation émotionnelle, mais on passe quand même à autre chose parce qu'il faut pas déconner. Et donc, dans Casino Royale, on a le prototype du Bond anti-héros. Voilà. Il a une once d'empathie, il est clairement traumatisé, mais ça ne l'empêche pas de rendre son entourage toxique ou totalement crevé. Il est efficace, certes, mais au prix de tout ce qui l'entoure. On le placera donc en anti-héros pur et dur. Ni vertueux, ni foncièrement maléfique. Juste un mec paumé dans un monde où l'intelligence émotionnelle, c'est un handicap, apparemment. Il veut bien faire, mais il n'a que ses points pour s'exprimer. Et ses points, il parle très fort. Et donc on va passer donc au film James Bond le plus oubliable, je pense en tout cas l'un des plus oubliables de la liste, donc Quantum of Solace, en 2008 donc, qui est donc le lendemain de cuite de Casino Royale. On a un Bond en pleine dépression nerveuse, qui est donc l'équivalent cinématographique d'un mec en jean noir qui fume des clopes dans la pluie en écoutant du Radiohead. Sauf qu'ici, à la place d'un journal intime, on a Bond avec un Glock et un permis de tuer qu'il utilise comme une carte de fidélité. Et donc, on va commencer là où Casino Royale s'est arrêté. Vesper est morte, James est en mode vengeance automatique, plus de mission, plus de stratégie, juste un besoin viscéral de faire payer quelqu'un, peu importe qui. Il abat des ennemis comme un boucher coupe des steaks, vite brutalement sans se poser de questions. Et la preuve, c'est que dès la première demi-heure, il jette le corps de Matisse, un allié innocent, dans une benne à ordures, littéralement. Le mec vient de mourir dans ses bras, poignardé parce qu'il l'a aidé, et la réaction de Bond, c'est allez, hop, poubelle. Si ça c'est pas un énorme red flag, je sais pas ce qu'il vous faut. Et c'est même pas fini. Dans un ascenseur, il se met à tabasser ses propres collègues, comme s'il venait de découvrir le Friendly Fire. Il se faufile dans une ambassade, provoque une crise diplomatique, tire dans tous les sens. C'est la justice façon guillotine expéditive sanglante et sans jugement. Et puis il y a cette fameuse scène où il laisse un méchant perdu dans le désert, en costard avec une bouteille d'huile de moteur, comme seule source d'hydratation. Ouais, vous avez bien entendu. Il file de l'essence à un type pour qu'il crève lentement. On est passé de l'élégance froide à de la torture poétique version Texaco. Et puis bon, il y a Strawberry Fields, qui meurt parce qu'elle couche avec lui et l'aide. Elle le retrouvée nue, recouverte de pétrole, en référence directe à Goldfinger, sauf qu'ici, Bond ne réagit quasiment pas. Il a une expression de regret, oui, mais elle dure moins longtemps que son brushing. Il est en deuil, version Google Agenda, 15 minutes et ensuite mission suivante. Enfin, Bombe dans Quantum of Solace, c'est une bombe humaine dégoupillée. Un type qui confond justice et vendetta et qui laisse une traînée de cadavres, de chaos diplomatique et d'alliés trahis derrière lui. On le sent enragé, ok, mais jamais réellement touché. C'est une machine à tuer qui, entre deux meurtres, pense vaguement à Vesper, mais voilà, comme on pense à un ex en scrollant sur Instagram. Il est donc toujours anti-héros, mais un cran en dessous de Casino Royale. Il agit encore plus à l'instinct, encore moins à l'éthique, et si on devait lui donner un surnom, ce serait James Bond, Vengeance et Vidange. Voilà, en référence évidemment à la bouteille d'essence. Et donc, là vous vous dites, ok, Roger Moore était au fond du gouffre, on va pas retrouver ça de sitôt, en tout cas pas avec Daniel Craig. Bah écoutez, je crois bien que si, les amis, parce que là, avec Skyfall de 2012, c'est plus un Bond en chute libre, c'est un Bond qui a creusé jusqu'au noyau de la planète pour y enterrer sa dignité. Le genre de Bond dont tu ne veux même pas prononcer le nom à table, sans finir par lancer un débat sur les limites du consentement et du service secret. Donc le film commence avec Bond qui se fait tirer dessus par sa propre équipe. Voilà, bravo le MI6, tombe d'un pont et revient après des mois de disparition. Et qu'est-ce qu'il fait notre 007 en semi-burnout ? Il reprend du service malgré un état physique et mental catastrophique. Il ne tire plus droit, il suit comme un jogger asthmatique et loupe ses tests. Et M, elle l'envoie quand même sur le terrain. Parce que pourquoi pas après tout, c'est James Bond. Mais entrons dans le vif du sujet, voilà le vrai point noir, l'indélébile Séverine. Alors, quand Bond la rencontre, elle est nerveuse, terrorisée, lui avoue clairement qu'elle a été vendue enfant comme esclave S, on va dire. Bon, SEXUE2LE.
pour ne pas se faire striker par YouTube. Vous avez compris. Elle le dit, littéralement, voilà, directement. Et Bond, en bon soutien émotionnel, se glisse nu dans sa douche 2 scènes plus tard, sans demander son avis, bien sûr, sans aucune transition. La meuf est traumatisée, et lui il s'incruste comme un cambrioleur en chaleur, prêt à la ken comme si c'était romantique. Sauf que ça l'est pas, et évidemment c'est même pas le pire, parce qu'il l'emmène sur l'île du grand méchant Silva, et Bond se laisse capturer, et là Silva joue à la roulette russe humaine avec elle. Il la ligote à une chaise, pose un verre sur sa tête et menace de tirer. Et Bond, il rate le verre, la regarde mourir sans réagir, elle tombe raide morte, et lui il lâche une vanne du genre ouais, quel gâchis du bon scotch. Voilà, franchement, sans déconner quoi. Juste après qu'une femme victime de trafic S ait été exécutée devant ses yeux. On est au-delà de l'indifférence, on est dans le déni total d'humanité. Franchement, les mecs, c'est quand même compliqué. Et pourtant, le film continue de nous présenter le James Bond comme un héros fatigué mais noble, un homme loyal qui protège M et qui se sacrifie pour son pays. Mais ce Bond-là, franchement, on peut pas lui pardonner le délire avec Séverine. Il l'a même pas juste ignoré, il l'a utilisé, jeté, puis effacé de sa mémoire, comme si elle n'avait jamais existé. Même M, qu'il idolâtre, il parvient pas à la sauver. Il échoue dans chaque mission, mais comme il finit le film debout, les bras croisés sur un 3 avec la musique épique en fond, on nous demande de l'applaudir. Ce qui va être compliqué en ce qui me concerne. Et franchement, Bond dans Skyfall, voilà, on va le mettre à côté de Roger Moore, clairement, parce que c'est pas qu'il est ultra violent, ni parce qu'il tue sans réfléchir, mais voilà, il est conscient, lucide, mais complètement désintéressé du sort des autres. Voilà, c'est quand même assez compliqué ce mec-là. C'est juste du mépris déguisé en flegme britannique. Et je mâche pas mes mots, il est tout en bas du classement moral, voilà, plus bas. À côté de Roger, sous connerie, et à côté de Roger. Voilà, on parle quand même de Roger, je balance les enfants dans la rivière, Moore. Ce Bond est une véritable honte, les amis. On devrait coller sa tronche sur les paquets de cigarettes pour dissuader les jeunes de penser que c'est cool de fumer. Et allez, après l'abîme moral de Skyfall, on pourrait croire que Bond va se racheter peut-être dans Spectre, sorti en 2015, mais non, que nenni, mes bons amis. Ce que fait Daniel Craig dans ce film, c'est de reprendre le rôle de Bond comme un ado en fugue. Il désobéit à tout le monde, détruit des biens publics et met ses collègues en danger. Et surtout, il fait exploser des trucs parce que c'est personnel cette fois. Mais sauf que c'est toujours personnel dans les films de Bond, surtout depuis l'ère Craig. Et donc Spectre commence sur les chapeaux de roue. Bond est en mission non autorisée au Mexique, déguisé en squelette, qui provoque l'explosion d'un immeuble entier et s'engage dans une poursuite en hélicoptère au-dessus d'une foule dense. Bon, et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en bas, c'est la fête des morts bien sûr, et Bond lui, il commence à tabasser un pilote en vol, faisant valdinguer l'appareil dans tous les sens au-dessus des civils, et ok, tout va bien, on est là pour sauver des vies, n'est-ce pas? Et puis il y a Q, le pauvre. Le mec est littéralement menacé par Bond, forcé de falsifier des rapports, mis dans une position de complicité passive sous peine de perdre son poste, sa retraite et probablement son abonnement au club de bridge du MI6. Tout ça parce que 007 veut jouer au détective sans badge. On est à 2 doigts de l'extorsion, sauf que c'est servi avec un sourire en coin et un costard Tom Ford. Mais surtout, ce Bond est obsédé par Blofeld, qu'il poursuit avec la concentration d'un fan de true crime en manque de rebondissement. Il s'infiltre, il explose, il traque, il brise des nuques. Enfin, tout ça sans jamais se demander si ça a encore du sens. Il croit découvrir une grande conspiration, mais ça ressemble surtout à un mec qui se persuade que son ex est derrière tous ses problèmes. Et sur le plan émotionnel, il s'attache à Madeleine Swan, une espèce de psy qu'il kidnappe à moitié pour la protéger, à qui il fait des avances en l'espace de 48 heures, comme s'il n'avait rien appris du désastre avec Séverine. Madeleine, évidemment, tombe amoureuse de lui en un clin d'œil, on se doute un peu. Bond lui promet des jours heureux, alors qu'il a passé le reste du film à flinguer des gens par routine. L'amour selon Bond, c'est Tinder avec silencieux. Bon, on conclut le cas Spectre, parce que bon, Craig dans ce film, c'est un Bond égocentrique, imprudent manipulateur, qui ne cherche plus à sauver le monde, mais à régler ses comptes personnels avec un manichéisme qui ferait passer Skeletor pour un diplomate. Il met en danger les innocents, exploite ses propres amis et se pense au-dessus des règles. Il n'est certainement pas aussi répugnant qu'il l'était dans Skyfall. Il y a une vague tentative de rédemption amoureuse, même si c'est fait à la truelle, mais ça reste un Bond dangereux et irresponsable, dont le seul super pouvoir c'est d'échapper aux conséquences de ses propres actes. Et donc on va le classer sans hésiter dans la catégorie bad guy. Le mec n'a ni la retenue d'un héros, ni la folie assumée d'un méchant. Juste un mélange toxique de colère et de conneries, mal canalisé. Et on va finir... Voilà, rapidement avec le tout dernier James Bond en date, au moment où je sors cette vidéo, c'est-à-dire Mourir peut attendre. Et je vais pas y passer 3 heures, Mourir peut attendre, c'est pas un film de James Bond, C'est un drame larmoyant sponsorisé par Kleenex, où Bond passe son temps à pleurnicher, à courir après une famille sortie de nulle part, à faire des câlins au lieu de tirer. Le mec a eu un enfant sans le savoir, découvre qu'il est papa et soudain, toute la testo s'évapore. Plus d'assassinat froid, plus de whisky au réveil, juste des larmes, du sacrifice et des adieux à l'appel. Bond il meurt, ok, il meurt, il crève, c'est fini. Crémation digitale, c'est censé être beau, mais c'est surtout une fin de série Netflix mal digérée, écrite pour les critiques du cahier du cinéma, pas pour les fans. Et ce Bond-là, c'est même plus un anti-héros, c'est un fantôme qui s'excuse d'avoir existé. Alors ok, Mourir pas attendre, je vais même pas le classer. Disqualifié, je vais le passer, je vais le skipper. C'est le non-lieu du classement Bond. Franchement, quoi, mec, c'est même pas Bond qui est l'intérêt. Donc je veux dire... Je peux éventuellement le placer chez les vertueux, mais voilà, il est vertueux par inaction. Voilà, tout simplement.
Bon, on va revenir, pour terminer la vidéo, sur ma tier list officielle, effectivement, des James Bond, classés du plus vertueux au plus immonde. Voilà. Donc on va recommencer avec les meilleurs, hein. Vous savez déjà très bien qui sera le meilleur, mais bon, on préfère effectivement le dire directement. Timothy Dalton est classé numéro 1. Voilà, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de surprise. Avec tuer n'est pas joué et permis de tuer. Voilà, c'est le seul qui agit selon un code moral cohérent. Il désobéit à ses supérieurs, protège les faibles, pleure ses amis. C'est un Bond humain, blessé, mais juste. Il tue quand il faut, pas par sadisme, bref. C'est le seul à qui on confierait un bébé et un flingue en même temps. Ensuite, on a les anti-héros. Bon, il y en a beaucoup, ils sont bons à moitié et mauvais sans vraiment en avoir l'air. On a Daniel Craig de Casino Royale, et Quantum of Solace. On a Roger Moore, mais vous inquiétez pas, on va le voir également dans un classement beaucoup plus bas dans L'espion qui m'aimait, Moonraker et Octopussy. Et on a Pierce Brosnan dans Meurt un autre jour. Voilà. Ensuite, les méchants Bond, ceux qui devraient clairement être jugés à la Havane. Donc, Pierce Brosnan, Le monde ne suffit pas, trop émotif, trop imprévisible. Sean Connery dans Opération Tonnerre, voilà, le vacancier armé, le type qui laisse crever un mec sur une bouée sans sourciller. Sean Connery toujours dans Les Dimensions éternelles, où il lit le journal pendant qu'une femme morte flotte à côté de lui. C'était classe. Et Daniel Craig dans Spectre, où il déteste les ordres, maltraite ses collègues, fracasse des hélicos au-dessus des foules. Bon, voilà, le cauchemar des assurances. Et maintenant, on va arriver au pire du pire des Bonds. Bon, vous l'aurez compris déjà, Roger Moore, évidemment, dans Vivre et laisser mourir, et l'homme au pistolet d'or, le Bond le plus sadique, le plus violent, le plus cruel, qui pousse des enfants à l'eau, met des gens en valise, voilà, triche avec une voyante pour coucher avec elle, menace des meufs, balance des mecs dans le vide. Bon, voilà, vous l'aurez compris, Roger Moore, le danger public. Il y a Sean Connery dans Goldfinger, qui fait tuer 2 sœurs par négligence, fait des blagues pendant que des villes entières sont menacées de mort. Voilà. On a Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais, qui écrase des civils avec une voiture téléguidée, balance des gens dans des presses à imprimer, fait voler des hélicos dans des rues pleines de gens. Voilà, vous l'aurez compris. Et on va terminer avec Daniel Craig de Skyfall, peut-être le pire de tous avec Roger Moore, hein, voilà, avec le V de Séverine, absence totale d'émotion, échec sur tous les plans, humour noir sur un meurtre d'esclave S, monstre franco-star version cinéma. Voilà. Je nommerais quand même Roger Moore comme étant le pire de tous les Bonds. Voilà, quand même. Mais Daniel Craig dans Skyfall est clairement pas loin derrière lui. Il est sur ses talons, on va dire. Alors voilà, c'est l'une des vidéos les plus longues de la chaîne. En espérant qu'elle vous ait plu, j'espère qu'elle vous plaira parce que franchement là je prends un gros risque de faire une vidéo aussi longue. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si vous a plu, et voilà quoi. Si vous voulez plus peut-être de contenu sur James Bond ou voilà, même John Wick, je sais pas quoi. Enfin j'en sais rien. Bref, il y a largement de quoi faire. Prenez soin de vous et à la prochaine.